Soyons sport, 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport de 18h à 19h30 en compagnie de Thomas et en compagnie de Fred. Comment ça va, messieurs ? Bonjour Fred, très Fred, bien. Et toi ? va. Tout va bien ? Ça va. Le week-end s'est bien passé ? Ah oui, à part la défaite du Racing contre Ah 3. oui, justement, on en reparlera tout à l'heure avec justement la réaction de Johan Randel, entraîneur de cette équipe du Racing Besançon. Il y aura aussi une place à gagner pour le dernier match de la saison. Ce sera du côté du FC Sochaux-Montbéliard et du côté du Stade Bonal face à 3. Donc une question sera posée tout à l'heure entre la fin de la Ligue 1 et le début de la Ligue 2. Comme ça, vous pourrez gagner votre place et venir vous asseoir pour le dernier match au Stade Bonal et encourager les jaunes et bleus. On va parler cette fois-ci de la division 1 féminine avec la 21e journée. Il y avait un choc, mais on va déjà vous donner les résultats. Avec Montpellier qui a explosé Soyo 10-0. Avec Marseille qui a battu Saint-Etienne 3-1. On a également Bordeaux qui a fait match nul face à Juvisy 1 but partout. Guingamp a battu Metz 6-2. Rodez est allé s'imposer du côté d'Albi 3-1. Mais il y a un match qui a retenu notre attention, c'est l'Olympique lyonnais qui recevait le Paris Saint-Germain. Il faut savoir que ces équipes vont se recevoir plusieurs fois, notamment en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, oui. En Coupe de France également. Et là, c'était Lyon, c'est l'Olympique lyonnais qui s'est imposé 3-0 et l'Olympique lyonnais est Fred. Championne de France. Voilà, championne de France 2017. Donc bravo aux Lyonnaises. Jean-Michel Aulas a au moins une satisfaction cette saison. Parce que c'était un peu compliqué chez les garçons. Alors bien sûr, Lyon est premier avec 60 points, deuxième Montpellier 52 points, troisième le Paris Saint-Germain 48 points, et en bas de classement on retrouve 12e Metz. Et ben oui, c'est vrai qu'elles fêtent leur 11e titre en D1, les féminines, avec cette belle victoire. Et les Parisiennes, en tout cas, vu le classement, en fait, elles n'ont plus que la Ligue des Champions. Il faut qu'elles s'imposent devant Lyon si elles veulent jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, ça promet un beau duel qui sera télévisé. Donc ça va être assez sympa. Oui, c'est pas la première fois qu'il est télévisé, la finale de la Ligue des Champions. Il l'est non, depuis mais en prime time. Prime time. Oui, c'est sur souvent... France 2. Ah oui, c'est peut-être en fin d'après-midi en général la Ligue. Non, ça va être à 21h. Oui, mais d'habitude la Ligue des Champions féminines c'est toujours en prime télévisé. Ah, mais je crois pas que ça soit sur France 2. Non, c'était sur W9 les années précédentes. Oui, c'est ça. Donc là, ça va être en prime time. Je vais y arriver. J'ai un peu de mal ce soir. Un week-end chargé. Bon, on l'a entendu dans le résumé du week-end ce matin. T'avais une petite voix. Oui, je suis un peu fatigué. Bien fait la teuf, je pense. C'est ça les mariages. Voilà, beaucoup de bonheur à Carole et Thomas s'ils m'entendent. Et oui, c'est vrai que ça va être diffusé en prime time, mais c'est bien, au moins le sport féminin est à l'honneur et en tout cas c'est une bonne chose. Et c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le foot féminin et sur le championnat de France. On va passer cette fois-ci au championnat masculin, c'est-à-dire la Ligue 1. Alors, la Ligue 1, bien évidemment, mais ce soir, on a une petite innovation. On est filmé, donc on est en direct sur la page Soyons Sport de Facebook. Donc, si vous voulez laisser des messages, parce qu'il y en a qui aiment bien laisser des messages et pas forcément téléphoner en direct, mais si vous voulez appeler, bien sûr, le 03 80 50 67 51 pour réagir sur ce que vous voulez. La Ligue 1, la Ligue 2 tout à l'heure, parce qu'on parlera du FC Sochaux-Montbéliard. Si vous voulez, en direct. Donc, c'est filmé en direct sur Facebook et c'est filmé aussi parce qu'on a un caméscope. Attention les moyens, là, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas On mal. innove. On innove. C'est moderne.
Pour cette avant-dernière émission de la saison, c'est très bien. Bah oui, parce que comme moi, tu m'as fait une transition superbe là. Avec la 37e journée, l'avant-dernière journée de la Ligue 1, avec il y a eu pas mal de buts quand même dans cette Ligue 1. Et on va commencer par le milieu de classement, on va dire, par des équipes qui n'ont plus grand-chose à jouer. Et par exemple, on va prendre... qu'est-ce qu'on peut prendre comme équipe qui n'a plus grand-chose à jouer? On peut prendre Guingamp. Guingamp, si je l'ai sur ma... Nantes-Guingamp, c'est ça? Nantes-Guingamp, c'est ça. Nantes-Guingamp, oui. Mais forcément, Derby, c'est le ça. seul que j'ai pas sur mon tableau. C'est bizarre, ou alors je ne le vois pas. Non, je Ils ne sont le déjà vois pas. relégués, c'est ça? Oh non, Non, ils ça sont doit maintenus être ça. tous les deux, puis Guingamp a fait une très bonne saison en tout cas. C'est ça, et puis c'est vrai que Nantes a battu Guingamp 4 buts à 1, une grosse réaction nantaise en tout cas. Et vous allez, je sais pas je vous le donnerai les buteurs après, parce qu'apparemment ils sont pas sur ma fiche. J'ai dû les zapper, je pense que c'est des restes, des restes de ce week-end également. Avec Nantes-Guingamp, vous allez entendre la réaction de Guillaume Gillet qui lui il dit tout simplement c'est important de finir sur une bonne note à domicile avec une belle victoire. Et on va essayer de garder cette 7e place du côté de Lille, car le prochain match ce sera du côté de Lille. Et puis, la réaction de Guingamp, il n'y en a pas parce que ça a été un peu compliqué aujourd'hui. Vous savez que les matchs ont eu lieu dimanche soir. Hier Et soir, je n'ai pas eu de réaction du côté de Guingamp. Je vous donne les buteurs juste à la 17e. C'est Oui. Thomasson qui a ouvert la marque pour Nantes. Ensuite, but de Salah à la 51e. Nakoulma a marqué à la 69e pour Nantes toujours. Do de l'Enavant Guingamp a réduit la marque 3 buts à 1 à la 74e et à la 78e. Salah a inscrit un deuxième but, 4 buts à 1, score final. Et bien voilà, on va écouter justement la réaction de Guillaume Gillet. Ouais, comme je l'avais dit en semaine, on avait vraiment à cœur d'offrir du spectacle, offrir une victoire. C'était le cas, je crois que tout était réuni ce soir. Et on est heureux évidemment de terminer comme ça à domicile. On sait qu'on a eu pas mal de problèmes ici sur notre terrain, notamment en début de saison. Donc on a réussi à rectifier le tir. Et je crois que maintenant on est devenu une équipe très difficile à jouer chez elle. Et ça c'est important pour la suite. Ouais, c'est vrai que c'était beau à voir. Il y a eu beaucoup de combinaisons. On aurait pu certainement alourdir même le score, donc c'est bien. 4 buts à Nantes, on sait que c'est pas souvent que ça arrive, donc on voit le parcours qu'on a fait, le chemin qu'on a accompli depuis maintenant 5 mois, et c'est sûr que ça fait plaisir. Oui, c'est bien parce qu'on a vraiment les choses en main. Dernier match. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on lâche rien. On a vraiment commencé ce match comme si c'était une finale de coupe, et ça c'est parfait. C'est comme ça qu'on va aller chercher une victoire à Lille, je pense, avec ce caractère-là, avec cette force mentale, et puis c'est avec aussi nos qualités footballistiques. On est capable de garder cette 7e place. Bah oui, on est capable de garder cette 7e place, et on l'espère en tout cas pour Nantes, avec Sergio Conceição qui fait vraiment du très bon travail. Il est arrivé à la trêve pour sauver cette équipe nantaise. Et en tout mission cas, accomplie. Oui, ce qu'on peut dire, c'est mission accomplie. Et Sergio Conceição va rester aussi du côté de Nantes. Allez, on passe cette fois-ci à Monaco. Monaco qui recevait Lille. Et bien on se disait, Monaco va peut-être être sacré dès ce match. Monaco a encore cartonné face à une équipe lilloise qui n'est plus vraiment concernée. On peut dire que c'est quasiment fait pour Monaco. Oui, à 99,99%. Une équipe de Lille qui est dans le milieu de classement en étant 12e. Donc elle n'avait plus grand-chose à jouer sur ce match. Et elle a perdu, elle s'est inclinée 4-0 avec Radamel Falcao qui marque dès la 6e minute de jeu. Bernardo Silva à la 45e double la mise, un doublé pour Radamel Falcao à la 69e minute de jeu. Et c'est ensuite Alonso à la 88e contre son camp qui va parachever le succès monégasque, 4-0. Vous allez entendre la réaction de Bakayoko qui dit tout simplement, c'est le seul qui dit pour lui, on est champion, parce qu'apparemment les autres ne veulent pas le dire. Donc, Ils sont peut-être fait contre Saint-Etienne mercredi. Oui, je pense qu'ils sont tous un peu prudents. Moi, je pense qu'ils peuvent être considérés comme champions, puisqu'on ne peut plus parier sur le vainqueur du championnat. Les bookmakers n'autorisent plus les paris. C'est bien que les bookmakers, oui, puis c'est 100% de... Il faudrait que Paris marque je ne sais combien de buts, donc ça va être très compliqué. Quasiment 20 buts, il faudrait qu'ils marquent les Parisiens. 20 buts, c'est quasiment... Et que Monaco en prenne autant.
Exactement, donc c'est quasiment impossible. Il faudra être sérieux, contre Saint-Etienne ce mercredi, comme il le dit si bien. Et puis de l'autre côté, du côté de cette équipe de Lille, Franck Passy, il dit simplement face à une équipe comme Monaco, eh bien il ne faut pas faire d'erreurs défensives. Si tu fais des erreurs défensives, c'est fini. C'est ce qui s'est passé. On va les écouter tous les deux. Non, pour moi, on est champion personnellement, mais bon, voilà, il y a très peu de chances que Paris mette, je sais pas la différence de but entre eux et nous, mais pour moi, c'est quasi fait. Après, il faut faire le travail face à Saint-Etienne mercredi. Ouais, bon, bref, on est champion pour moi, mais après, il faut quand même faire le travail à Saint-Etienne. Moi, on a été très sérieux. Je pense que Lille nous met en difficulté cette première mi-temps. On repart avec 2 buts d'écart, mais ils nous ont mis en difficulté cette deuxième mi-temps. Je pense qu'on a réussi à gérer le match, voilà, mettre les buts quand il fallait et on repart avec cette belle victoire. Maintenant, comme je l'ai dit, pour moi, on est champion, mais voilà, faut vraiment gagner ce match à Saint-Etienne pour être sûr et de le fêter avec nos supporters ici. Oui, c'est sûr. Voilà, pour moi, il y a très peu de chances qu'on laisse passer ce titre. Donc, on aura à cœur de bien finir à Louis II cette saison et de fêter tout ça avec tout l'ensemble du club. Ouais, on va chacun fait à sa sauce. Je pense que j'étais le seul qui allait le dire aujourd'hui. Je crois que j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Mes joueurs se sont battus jusqu'au bout. Par moments, ils ont même créé du beau jeu. Au niveau des statistiques, je crois que voilà, on a montré qu'on a fait un bon match. Après, il y a une différence entre le grand champion qui est Monaco et nous, une équipe qui a eu du mal toute la saison. Mais pour pouvoir gagner ce genre d'équipe, il faut faire 0 erreur défensivement. Ça n'a pas été le cas ce soir. Et puis surtout être efficace dans la surface adverse. C'est un très beau champion de France. Je crois que toute la saison, ils ont montré qu'ils sont capables de bien jouer au foot et je crois que leur 3e but illustre un petit peu voilà, la qualité qu'il y avait dans cette équipe. On n'avait pas les moyens de rivaliser avec une équipe qui a été en demi-finale de la Coupe des Champions. On le savait avant, on a mis beaucoup d'énergie, c'est pour ça que je dis j'ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont mis beaucoup d'énergie, essayer de s'appliquer au maximum, mais bon, il y avait une différence entre les deux équipes. Oui, il y avait une différence entre les deux équipes et la différence, elle s'est vue sur le terrain et elle s'est vue également sur le score 4-0. Allez, on passe justement au Paris Saint-Germain qui se déplaçait lui du côté de Saint-Etienne pour la dernière de Christophe Galtier car il quitte le club stéphanois. Les tribunes d'ailleurs lui ont rendu un vibrant hommage. Et c'est vrai que Paris s'impose assez largement. Les joueurs de la capitale ont fait le taf, en tout cas, en s'imposant 5-0 à Geoffroy Guichard. Avec des buts, ça commençait dès la 2e minute avec Edinson Cavani qui place une belle tête. Ensuite, Lucas Moura à la 38e. Edinson Cavani signe un doublé à la 72e minute de jeu. Ensuite, on a Lucas Moura à la 78e. Et Julian Drexler à la 90e va conclure le score lourd pour le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, Paris a joué son jeu et a été bien meilleur que cette équipe stéphanoise. Elle s'impose assez largement 5-0. Vous allez entendre justement la réaction de Christophe Galtier, qui lui est frustré de ne pas avoir pu faire la fête comme il se doit, car à cause du score difficile, donc il n'a pas pu vraiment en profiter. Et Marquinhos qui dit tout simplement on a perdu des points en seconde partie de saison et Monaco pour lui est déjà bien sûr est champion. Ça ne gâche pas évidemment l'hommage que m'a rendu le club, les dirigeants, toutes les différentes composantes et les différents services du club évidemment. Ça ne gâche pas l'hommage qui m'a été rendu par les 4 tribunes de Geoffroy Guichard. Mais par contre, ça ne gâche pas tout ça, mais je ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Et encore une fois, je dis heureusement que je ne l'apprécie pas à sa juste valeur, c'est respecter Geoffroy Guichard. Avec beaucoup de respect, mais avec beaucoup plus de retenue que ce que j'aurais pu penser. Mais c'est encore une fois le résultat du match qui fait que vous n'arrivez pas à sortir ce que vous devez sortir parce que à ce moment-là, je ne pouvais pas apprécier ce moment à sa juste valeur. C'est une grosse déception. Là, par contre, je suis très égoïste me concernant parce que beaucoup de gens qui ont vécu des moments comme ça m'ont dit d'en profiter, de rester longtemps sur le terrain, d'échanger, de communier avec les gens, avec nos supporters, avec mes supporters, avec mes joueurs. Mais malheureusement, quand vous perdez 5-0 à domicile, c'est un peu difficile.
Mais je suis quand même rassuré d'être comme ça. Oui, je pense c'est ça qu'on essaie à chaque match, de montrer notre valeur. Et bon, voilà, des fois c'est difficile, des fois l'autre équipe aussi il joue très bien et nous on est moins bien. Mais je pense voilà, qu'aujourd'hui on a réussi à donner les meilleures des réponses. C'est vrai, nous on a oscillé un peu en début de saison, en première partie de saison. Et voilà, ça nous manque des points qu'on a perdus en début de saison maintenant. Et il y a une équipe de Monaco qui est très régulière à la maison et à l'extérieur, qui joue très bien. Et voilà, on va voir que ça va se passer. Ben, on va voir ce qui va se passer. Ben, ce qui va se passer, c'est que Monaco va être champion, tout simplement, hein, Marquinhos. Hein. S'il ne sait pas encore ce qui va se passer, je pense que ça va être comme ça. Il le verra sans doute mercredi soir face à Saint-Étienne si Monaco l'emporte ou fait match nul. Donc, on aurait aimé qu'il soit aussi jusqu'au boutiste contre Barcelone. Bah, c'est vrai, ça aurait été mieux, mais sans doute que des choix, à mon avis, seront faits dans le club parisien la saison prochaine pour remédier à ça, parce que je pense que ce match a fait sans doute beaucoup de mal dans les rangs parisiens et dans les têtes parisiennes surtout. Oui. Allez, on va passer à un autre match cette fois-ci, un match entre Bordeaux et Marseille qui sont en train de se battre justement pour accrocher l'Europa League. Et ça a fait finalement un but partout avec Diego Roland qui marque dès la 2e minute de jeu pour les Bordelais. Et c'est ensuite Bafétimbi Gomis à la 60e minute de jeu qui va égaliser pour cette équipe marseillaise. Donc en fait un match nul qui n'arrange surtout pas Bordeaux, hein, car Marseille va pouvoir chez lui essayer de s'imposer la semaine prochaine. Alors que Bordeaux, lui, ira jouer du côté de Lorient. Donc ça va être compliqué pour cette équipe bordelaise. On va entendre la réaction de Toulalan qui dit tout simplement on n'a pas notre destin entre nos mains. Va falloir gagner face à Lorient. Et Dimitri Payet qui dit tout simplement c'est dommage de ne pas avoir assuré cette 5e place tout de suite. Enfin, tout n'est pas perdu. On a fait match nul. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, on n'a pas perdu. Ça faisait 40 ans qu'ils n'avaient pas perdu, donc c'est bien. Ça fait 41. Après, ce qui est dommage, c'est que voilà, on n'a pas notre destin entre nos mains. Pardon. Et on devra gagner contre Lorient et Marseille devra faire un faux pas. Donc c'est dommage parce qu'on avait bien commencé. Après, sur la physionomie du match, comme je l'ai dit, ils ont eu plus d'occasions, ils ont eu la maîtrise en 2e mi-temps. Ils ont une barre, un poteau. Caras, ça fait pas mal d'arrêts. Donc, dans l'ensemble, c'est un match nul mérité. Oui, ça va être compliqué pour nous, ça va être compliqué pour Marseille. Donc voilà, on va faire ce qu'on fait depuis un petit moment. On va s'occuper de nous et puis après, on verra ce qui se passera. Après, si on est 6e, on peut aussi, comme je l'ai dit, se qualifier pour la Coupe d'Europe pour l'année prochaine. Mais après, il faudra attendre une semaine après les vacances, c'est ce qui est un peu dommage. Oui, il y a que ça à retenir parce que je pense qu'il nous a manqué quelque chose pour gagner. Même si on a eu les occasions, Diego en a eu une, même Adam en fin de match. Mais je pense qu'il nous a manqué un petit quelque chose. Donc oui, c'est une petite déception. On doit partir avec la victoire ce soir. Donc on a eu les occasions qu'il fallait pour. Donc je pense qu'on doit partir avec la victoire ce soir. Ouais, avec ce but bizarre où il y en a un qui lève, l'autre qui siffle pas. Donc il faut déjà qu'ils se mettent d'accord eux. Je pense qu'on peut pas se tromper autant dans un match aussi important. Donc on a eu le mérite de pouvoir revenir au score, donc on est déjà content de ça. Non, voilà, c'est surtout ça, de pas avoir assuré cette 5e place. La série, elle est ce qu'elle est. Elle aurait été terminée si on avait gagné, mais on voulait surtout gagner pour assurer cette 5e place. Surprenant, non, parce que moi quand je sors, je suis un peu cramé, donc le fait on l'avait travaillé aussi cette semaine, le fait de pouvoir regarder aussi le score nous laisse encore avec les cartes en main. Donc non, c'est un choix qu'on a fait et qu'on assume. Et oui, c'est un choix qu'on a fait et qu'on assume. Et cette équipe de Bordeaux aura fort à faire la semaine prochaine. La dernière journée aura lieu samedi prochain. Allez, on passe cette fois-ci du côté de Montpellier. Montpellier qui recevait l'équipe de l'Olympique. Oui, c'est ça, de l'Olympique lyonnais qui devait se reprendre après la demi-finale face à justement... Face à qui il est en train de dormir. Ajax Amsterdam, un point pour moi. L'Ajax Amsterdam, où Lyon, il manquait juste un petit but à Lyon pour en tout cas égaliser et arracher une prolongation. Et finalement, Lyon n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Pourtant, ils ont eu beaucoup d'occasions en fin de match, notamment par Maxwell Cornet, mais ça n'a pas voulu... en tout cas profiter à cette équipe de Lyon. Et Lyon se déplaçait du côté de Montpellier. C'est Nabil Fekir qui ouvre la marque à la 17e minute de jeu.
Et c'est ensuite Lacazette qui double la mise pour cette équipe de Lyon avant que Steve Mounier ne réduise le score pour Montpellier à la 35e minute de jeu. Et c'est Lacazette en fin de match à la 90e minute de jeu qui va clore le score pour cette équipe de Lyon qui s'impose 3-1. Vous allez écouter la réaction de Daniel Congré, le défenseur central de cette équipe de Montpellier, qui dit tout simplement c'est dommage d'avoir acquis le maintien avec une défaite sur son terrain. On aurait voulu bien évidemment offrir la victoire à nos supporters. Et Jean-Louis Gasset qui lui dit tout simplement je suis très fatigué, ma mission est terminée. Et il dit tout simplement Laurent Blanc, oui, j'ai des nouvelles. Et Lucas Touzard du côté de Lyon qui dit tout simplement cette saison, ça a été une saison en dents de scie avec cette élimination en demi-finale de l'Europa League. Et on écoutera ensuite Olas après. Non, pas forcément, parce que les points, on les a quand même gagnés avant. C'est qu'on a fait mieux que certaines équipes, donc mais c'est dommage de l'acquérir avec une défaite. C'est surtout ça que je voulais dire, mais voilà, c'est chose faite. On va tout faire pour que ça soit mieux l'an prochain. Oui, on aurait voulu que ça se passe autrement, mais là, la mission est accomplie. Malheureusement, on voulait bien finir devant notre public, ça n'a pas été chose faite, mais là, on va faire le bilan de cette saison qui a été très moyenne, mais pour retravailler et puis corriger ce qui n'a pas été bon. Oui, c'est l'émotion, la moisson quitter la moisson. Non, j'ai pas changé la vie, ma mission est terminée. Maintenant, je peux embrasser tout le monde et je peux m'occuper de ma famille. D'abord, je vais me reposer parce que je suis très, très, très fatigué. Et après, on verra les opportunités. Mais Laurent Blanc, bien sûr, en fait partie. Oui, je l'ai quelquefois au téléphone, mais il n'est pas très téléphone en ce moment. Non, il fait son année sabbatique, il fait du golf, il s'occupe de son corps et il va être frais pour la reprise. En championnat, on a alterné le bon et le moins bon. On a fait un beau parcours en Europa League, même si il nous manque des petites choses pour aller au bout. Donc il y a un peu de regret sur cette fin de saison avec cette finale d'Europa League qui aurait vraiment récompensé le travail fourni. Oui, pour moi, j'avais déjà connu la Ligue 2 avec Valenciennes, mais là c'est tout autre chose. La Ligue 1 avec Lyon, donc voilà, je suis content de la saison, je me suis épanoui de plus en plus dans cette équipe, donc ça a été, faut retenir aussi le positif ce soir. Oui, il faut toujours retenir le positif, que ce soit dans une défaite, il y a toujours du positif, on voit toujours des choses, même dans la défaite, et là, c'est vrai que du côté de Montpellier, c'est une lourde défaite. C'est vrai, quand on veut finir, quand c'est le dernier match de la saison à domicile, on veut faire plaisir à son public. Mais là, ils sont tombés sur une équipe de Lyon aussi revancharde après son élimination en Europa League. Et puis, en tout cas, Jean-Louis Gasset, lui, peut quitter le stade de la Mosson et Montpellier en ayant réussi sa mission et qui était de sauver le club de la Ligue 2. En tout cas, de ne pas tomber en Ligue 2. Et c'est fait pour Montpellier. Allez, on passe cette fois-ci à... On n'écoute pas Olas ? Ah oui, pardon. Oui, bien sûr. Tu as bien fait de me dire. Oui, il y avait Jean-Michel Olas. On écoute Jean-Mimi. Qui a fait un petit lapsus sur justement Lacazette. Vous allez écouter. Bien sûr, il n'y a aucune raison d'imaginer un changement. Ce qu'on peut, c'est améliorer tout l'environnement autour pour la partie recrutement, pour la partie peut-être conseil qui va probablement évoluer. Je ne confirme jamais les départs. Alexandre sait, parce qu'on s'est entretenu, que nous aurons une écoute sur ses demandes, mais ça ne veut pas dire qu'il va partir, ça veut dire qu'il fait partie des joueurs phares. J'espère qu'il va marquer son 100e but en championnat avant de partir, parce qu'il nous manque plus qu'avant de partir de ce championnat-là. Et ceci étant, dans les semaines qui viennent, on aura à discuter et ceci étant, ça se fera de la meilleure des manières, parce qu'Alexandre non seulement est un grand buteur, c'est un grand joueur, mais c'est aussi quelqu'un de formidable et de très sympathique. Oui, c'est quelqu'un de très sympathique. En tout cas, Jean-Michel Aulas a fait un petit lapsus, vous l'aurez tous entendu. Donc il y a de grandes chances pour que Alexandre Lacazette quitte Lyon cet été et pour qu'il voit autre chose. Il a été pisté par l'Atlético Madrid, donc on verra si l'Atlético Madrid peut mettre beaucoup d'argent, parce que c'est un joueur qui va sans doute partir. Je l'avais écouté l'autre jour sur RMC, il disait 40, soit entre 40, on l'estimait entre 40 et 60 millions d'euros. Lui n'a rien estimé du tout, mais apparemment il n'y a pas que l'Atlético Madrid qui est en tout cas dans les prétendants pour Alexandre Lacazette.
Donc forcément, il va y avoir du monde. Ça veut dire qu'il ferait un trident Gamero, Griezmann, Lacazette, ou alors il se sépare de quelqu'un. Ça peut être intéressant. 3 Français en attaque, ça pourrait faire l'attaque de l'équipe de France. Oui, ça pourrait être intéressant. Après, peut-être qu'il y a un ou deux joueurs qui quitteraient aussi l'Atlético. Peut-être que Griezmann va sans doute être encore suivi cette saison. Donc, oui, Griezmann va être demandé, c'est sûr, mais j'espère qu'ils vont le garder. Bon, on l'espère aussi pour l'Atlético Madrid. Allez, on passe cette fois-ci, on part du côté de Metz. Metz, rappelez-vous, qui avait réussi son maintien, en tout cas rester dans l'élite la semaine dernière du côté de Lille. Et Metz a fait un match nul face à Toulouse. Et pourtant, c'est Toulouse qui avait ouvert le score par Martin Braithwaite à la 9e minute de jeu. Et c'est ensuite Ismail Assar à la 66e minute de jeu qui arrache l'égalisation pour cette équipe de Metz. Et au final, ça fait un but partout. Vous allez entendre la réaction de Philippe Inchberger, mais pas sur le match vraiment. Il dit tout simplement qu'il a rencontré ses dirigeants. Et maintenant, il faut signer un contrat. Il faut proposer un contrat à Philippe Inchberger pour qu'il reste, bien entendu. C'est comme ça que ça se passe. Et Christopher Julien, le défenseur central de cette équipe de Toulouse, qui lui dit tout simplement on n'a pas fait une bonne saison, mais en tout cas, on va essayer de bien la terminer. Moi j'ai déjà rencontré le président pour tout le staff évidemment, donc on est tombé d'accord pour continuer. Maintenant il s'agit juste de signer un contrat parce qu'à un moment donné c'est comme ça que ça se passe. Non, de notre point de vue c'est pas une belle saison parce que avec le début de saison qu'on a fait, on s'attendait à mieux. On va essayer de corriger sur le dernier match. Sur ce match là ça fait un peu mal parce que on a quand même le penalty, tout ça, on aurait pu gagner. On avait vraiment à cœur de remporter nos 2 derniers matchs pour montrer que c'était une mauvaise passe. Maintenant il nous reste le dernier match à domicile, on va essayer de tout donner. Et puis, comme je l'ai dit, finir bien la saison. Merci. Oui, bien terminer la saison, c'est important pour toutes les équipes en Ligue 1, mais elles n'auront pas toutes, en tout cas, elles ne sont pas toutes comme Toulouse. Toulouse est 11e avec 43 points, donc dans le ventre mou de cette Ligue 1, plus grand-chose à jouer. Donc, terminer tranquillement avant de partir du côté des vacances, parce qu'après, c'est les vacances pour toutes ces équipes. Allez, on part du côté de Caen qui recevait Rennes. Et ça ne s'est pas très bien passé pour les Canets car ils se sont fait surprendre à domicile par cette équipe de Rennes avec un joueur qu'on connaît bien du côté de Sochaux, parce que c'est Giovanni Sio qui a marqué le but à la 68e minute de jeu. Et ça a été compliqué pour cette équipe Canet. C'est vraiment une saison vraiment difficile. Et justement, c'est ce que dit l'entraîneur Patrice Garande. Il a tout simplement dit à l'issue de ce match où on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire. On avait l'opportunité de rester en Ligue 1 ce soir, mais on ne l'a pas fait. La saison n'est pas finie. Je ne comprends pas comment on peut faire une mi-temps comme ça. Je ne comprends pas comment on peut jouer avec la peur au ventre comme ça. En première mi-temps, il n'y avait pas de demande, pas d'initiative. Je ne pensais franchement pas que l'on aborderait ce match comme ça. En deuxième mi-temps, c'était tout le contraire. Les difficultés continuent pour nous car on a perdu un joueur, Damien Da Silva, un blessé face à Rennes. Et je pense que sa saison est terminée. Mais c'est encore possible, rien n'est fini. Il faut basculer sur le prochain match. Vous savez où on va. Paris vient de gagner 5-0 à Saint-Etienne. Il fallait s'occuper de nous. On l'a fait pendant 45 minutes, pas pendant 90 minutes. Et vous allez entendre la réaction de Romain Danzé, le Rennais, qui lui il revient sur la saison de cette équipe du Stade Rennais. Et il dit tout simplement que cette équipe a manqué de régularité. Oui, mais ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que c'est comme ça, qu'on est en quête de régularité. Voilà, après aujourd'hui, on a marqué les premiers et voilà, ça change tout. Quand on a joué contre Bastia, on a eu des occasions, tiré sur le poteau, mais on marque pas. Après, c'est dur. Là, on marque les premiers et forcément, ça change le match. Ouais. Oui, on savait que quand dans leur situation, on pensait qu'ils allaient venir vraiment nous presser et tout, mais bon, c'est vrai qu'avec leur système 5 défenseurs et seulement 2 attaquants, on arrivait à bien ressortir le ballon sur les côtés et à être vite dans leur camp. Même si on n'a pas concrétisé cette possession de balle par un but, on n'était pas mis en danger en tout cas. Ils ont mis beaucoup plus de pression une fois Grottelin est rentré et qu'ils sont passés à 3 attaquants devant. Mais bon, paradoxalement, c'est là où on a marqué. Donc, c'est clair, les chiffres sont là. Il n'y a que 2 victoires à l'extérieur, donc c'est trop faible pour espérer un bon classement final. Ça, c'est une évidence. Il n'y a rien à contester, mais c'est clair. Mais c'est ça qui fait une saison aussi. C'est qu'il faut savoir concrétiser encore plus à l'extérieur. À l'extérieur, une occasion, ça doit être un but. Donc ça n'était pas le cas cette saison, ce qui explique cette 9e place. Oui, une occasion, un but, on aimerait bien que ça soit
comme ça très très souvent, mais c'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des occasions, mais ça ne finit pas toujours au fond, sauf qu'en Ligue 1, c'est sûr que la moindre erreur se paye généralement cash. N'est-ce pas, monsieur Frédéric Fitch, qui est en train de regarder adopteunmec.com ou mythique.com. On est obligé de tous les citer, ce coup-là. Non, hein, mais donc, je vais avoir besoin de toi, parce que je les connais pas tous. Hein. Et sur Grindr? Non, mais je connais pas. Non, on Un connaît site pas de non plus. rencontre. Alors déjà, Alors, non, ça y est, il se rappelle plus de la question. Non. Ah non, mais ça va plus, ça. Il se rappelle plus de la question. J'ai pas fait attention. Bon, bah t'as raison, mais moi non plus, je m'en rappelle plus. Donc, Je peux pas vous aider. Comme ça fait 2. Ça fait 2. Bon, bah je vois que tout le monde suit, c'est très bien. Bon, on voit que c'est l'avant-dernière, hein, tout le monde. Ça y Ici, est. le monsieur te demande, ça serait bien qu'il y ait toujours un but par occasion. C'est Une vrai, occasion, ça. un but. Non, c'est vrai. Oui, je pense Ça aussi. serait pas mal, hein. Ça Oui, serait ce pas serait mal. bien. Allez, on file du côté de Bastia avec Bastia qui jouait du côté de Fos-sur-Mer, hein, parce que le stade est suspendu pour le moment. Je crois que oui, il sera suspendu. Ah oui, le stade est Je crois suspendu. le premier c'est match sûr. de la saison prochaine, il sera aussi, je crois, il me semble. Oui, on regardera ça, mais en tout cas là, il jouait du côté de Fos-sur-Mer. Et ben Bastia recevait Lorient, Lorient qui était dans une bonne passe jusqu'à maintenant et qui espérait en tout cas engranger une victoire face au Bastiais. Et ben non, finalement c'est Bastia qui s'impose 2-0. Vous allez un but de Enzo Crivelli, l'inévitable Crivelli, qui est un vrai renard des surfaces. Mais Bastia n'est pas encore sauvé, même cette victoire. Quoi. Oui, bah justement, on va en parler juste après. Qui marque à la 74e minute de jeu. Et c'est ensuite Gaël Danic qui va inscrire un but à la 86e minute de jeu. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce but, mais un beau but. Parce que j'ai vu aussi. il voit le gardien avancer. Mais surtout, vous allez entendre la réaction de Cahuzac, hein, le joueur emblématique de cette équipe bastiaise, qui lui dit tout simplement il faut y croire jusqu'au bout. Ça fait partie des valeurs bastiaises et des valeurs corses. Et puis Gaël Danic qui dit tout simplement en fait, au début du match, il a commencé, il était sur le banc. Donc il a bien observé le gardien, ce qu'il faisait. Il s'est rendu compte qu'il avançait souvent, en dehors de sa surface. Et il a tenté sa chance, en fait, il l'a lobé. Oui, on sait que c'est très difficile de jouer à huis clos pour les deux équipes et je pense que ça s'est ressenti en première mi-temps. Et après, c'est vrai qu'on avait besoin de points, on s'est peut-être un peu plus lâché. Nos entrées nous ont fait beaucoup de bien et voilà, ça prouve que tout le monde est concerné et c'est bien pour ce dernier match qu'on va jouer à Marseille. Non, vous savez, ça fait partie de nos valeurs d'y croire jusqu'au bout et de rien lâcher. Donc on l'a encore montré ce soir, mais il faut aller faire un résultat à Marseille, sinon ça aura servi à rien. Oui, voilà, il me semble que les résultats ne sont pas tous favorables, mais on n'a pas notre destin entre nos mains, mais on sait que si on fait un très bon match et qu'on ramène une victoire à Marseille, je pense qu'on jouera au moins les barrages. Bien sûr, ça fait partie, comme je vous dis, des valeurs du club et on l'a prouvé encore ce soir qu'on ne lâchera rien et qu'on va tout donner pour maintenir ce club. Non, mais ça fait jamais plaisir de démarrer le match sur le banc. Mais après, vous savez, compte tenu de notre situation, il faut savoir mettre les égos de côté. On a fait un bon match. Je pense que dans les intentions, on a été bon. Dans l'envie aussi, on n'a pas été timide. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. D'entrée de jeu, on a mis de la pression à cette équipe lorientaise pour leur faire comprendre que ça allait être difficile de nous marcher dessus. Et voilà, après, comme je vous dis, le fait d'être sur le banc, je m'étais aperçu que le gardien adverse avait tendance à jouer très haut quand son équipe était en possession du ballon. Donc voilà, c'est bien, c'est jamais bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir en tirer profit aussi. C'est-à-dire que soit on dort et puis on papillonne et puis on discute avec les copains, soit on essaie de voir les failles de l'adversaire. D'autant plus que je suis un joueur offensif, donc voilà, j'ai bien observé le goal adverse. Comme je vous dis, il était souvent avancé. Je me suis dit que si jamais on récupérait un ballon mi-terrain, je tenterais ma chance. Oui, il a tenté sa chance en tout cas et ça a réussi. Donc bravo à Gaël Danic, comme quoi il faut toujours, même quand on est sur le banc, il faut observer aussi ce que fait le gardien, ce que fait l'équipe adverse et comme il dit, ne pas discuter avec tout le monde et ne pas être concentré. Ne pas être sur adopter un mec, hein, Fred. Exactement. Arrêtez ceci, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ils vont peut-être nous sponsoriser, hein, vu que ça fait déjà 2 fois qu'on les cite. On ne sait jamais. Hein. Je vous demande de vous arrêter. Pour la saison prochaine, un bon sponsor, ça peut être sympa. Allez, on va écouter justement Bernard Casoni. Voilà ce qu'il a déclaré. Notre première mi-temps a été de bonne facture. On a posé le jeu, on a fait ce qu'il fallait, mais on n'arrive pas à ouvrir le score. La deuxième, je ne sais pas pourquoi, sans doute inconsciemment, on a reculé, on a subi. C'est psychologique dans la situation où nous sommes. Ça peut se comprendre. À nous de repartir du bon pied contre Bordeaux. Depuis que nous sommes sortis de la zone rouge,
on a du mal à concrétiser. On a perdu quelques joueurs. On a perdu quelques joueurs en route. On ne va pas s'apitoyer sur notre sort. Il y a 2 mois de ça, on était en état de mort clinique. Là, on est toujours en lutte pour le maintien. Allez, on va passer à un autre match. On va passer du côté de Dijon-Nancy. C'est un match qui sentait aussi la poudre, parce que c'est 2 équipes qui jouent le maintien. Et c'est Dijon qui s'est imposé 2-0. Un premier but par Samaritano à la 51e minute de jeu. Et c'est Loïs Diony, l'homme en forme de cette équipe de Dijon, à la 76e minute de jeu, qui va justement offrir une victoire hyper importante pour cette équipe de Dijon. Et surtout qui en tout cas n'offre pas encore le maintien, mais c'est pratiquement fait pour cette équipe dijonnaise. 2-0. On va écouter justement la réaction du portier de cette équipe de Dijon, Baptiste Renet, qui lui dit tout simplement on est pratiquement maintenu. Il faudra vraiment un cataclysme pour que cette équipe de Dijon se tombe en Ligue 2. Et Pablo Correa qui dit tout simplement ça résume notre saison. On a mis un but. On est à 1 mètre du but plutôt et on la met sur le poteau. C'est un peu ce qui reproche un peu cette équipe de Nancy sur la saison. Juste selon les bookmakers, Dijon devrait rester en Ligue 1 puisque la cote est à 3,20. Donc la cote est assez élevée. C'est bien que les bookmakers pensent que Dijon restera en Ligue 1. Ensuite, oui, je pense qu'on a fait un grand pas vers le maintien. On était attendu après cette déroute à Guingamp et voilà, on est parti en stage de 3-4 jours. Ça a ressoudé tout le monde, tout le groupe avec le staff. Et ce soir, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. On fait un très bon match et cette victoire est méritée pour nous. Maintenant, il faudrait un petit retournement de situation pour qu'on descende, mais on va quand même très bien préparer ce match qui nous attend à Toulouse parce qu'il y a des points en jeu et on a notre destin entre nos mains ce soir. Non, même pas du tout. C'était pas un stage commando. C'était un stage juste pour se retrouver et passer du temps ensemble pour bien récupérer et bien travailler. Et puis le fait d'avoir l'appui du public, ils ont été super ce soir. On serait cru en première ligue par moment. Quand il y avait des fautes, ils se levaient tous. Donc c'était vraiment sympa et je leur tire vraiment mon coup de chapeau parce que tout le long de la saison, on disait qu'on avait besoin d'eux, et ce soir, ils ont vraiment joué leur rôle de 12e homme. Et même le fait de nous attendre à la sortie du bus, ça nous motive et ça nous donne encore plus envie de réaliser cette performance-là. Donc vraiment un grand coup de chapeau à eux ce soir. À l'image un peu de ce qui est notre saison, honnêtement en première mi-temps, il y avait des meilleurs coups à jouer. Malheureusement pour les manques qui sont chez nous presque en permanence, on n'arrive pas à concrétiser. Et en deuxième mi-temps, malgré tout, on s'est désarmé. Sans pour autant, et l'adversaire il a trouvé ses premiers buts là comme ça. Et on peut résumer dans l'action qu'on arrive à taper la barre, à mettre des buts, on peut résumer, voilà. Notre saison, il se résume à ça en fait. C'est probablement assez simple. Mais ça se résume à ça. 1 mètre de but, on arrive à tirer sous la barre. Quand on aura pu revenir en partout, revenir dans les matchs tout court. Bah oui, pour le match tout court, cette équipe de Nancy qui est en tout cas Ils sont bien presque mal condamnés maintenant. Ils sont presque condamnés, mais pas encore condamnés. C'est pas encore. C'est-à-dire qu'ils peuvent encore finir barragistes, mais peut-être pas plus, quoi. Ils peuvent finir encore barragistes. C'est tout ce qu'ils peuvent espérer. Oui, exactement. C'est tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est de finir barragiste. Et... Bon, après, c'est. On peut dire qu'ils peuvent être encore maintenus s'ils gagnent les barrages après. S'ils gagnent les barrages, c'est pas encore fait en tous les cas, au cas où, mais en tout cas, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de s'imposer au dernier match. S'ils ne s'imposent pas, c'est fini. Bonjour la Ligue 2 et après, ça fera un derby avec Sochaux, ça va être sympa. En gros, ça pourrait jouer entre Caen, Bastia et Lorient, je dirais les barrages. Oui, la place de barragiste. C'est ça, sur BetClick par exemple, on peut plus parier sur la relégation de Nancy et Bastia. La cote doit être trop faible. Donc pour les bookmakers, Nancy et Bastia sont déjà en Ligue 2. Donc ça va être entre Caen et Lorient, la place de barragiste, moi je dirais. Allez, oui, on va voir. C'est sûr que ça va se jouer entre toutes ces équipes. Allez, on passe du côté de Nice. Nice qui voulait finir sur une bonne note sa saison. Nice est troisième et ne pouvait plus espérer grand-chose. Eh bien, sans doute que Nice était un petit peu pas forcément hyper concentré, mais en tout cas, c'est Angers, une équipe costaud qui a ouvert le score. Patrick Ndoye à la 35e minute de jeu et c'est ensuite Karl Toko Ekambi à la 90e qui va doubler la mise.
Et c'est finalement Angers qui s'impose du côté de Nice 2-0. Vous allez entendre justement la réaction de cette équipe de Nice avec Pléa, Cardinal dans l'ordre, Cosiello, Bess, Ricardo, Walter, Dalbert qui lui dit tout simplement il connaît la musique de la Ligue des Champions, donc ça va être intéressant, mais il ne faut pas faire que de la connaître parce que la musique peut vite tourner au vinaigre. Hein. La Ligue des Champions. Ça y est, t'es parti, hein. C'est bien. C'est bien. Voilà, le nouvel. C'est quoi? C'est Top Star? Je sais plus. C'est quoi? Popstar? Non, la je sais nouvelle pas. star. Je suis la nouvelle star. Je suis pas du tout, donc je suis un peu perdu. Et The Belanda. Et vous allez entendre aussi Younes Belanda avec son fils. Je trouvais ça assez sympathique. Match très compliqué, c'est dommage. On voulait rester invaincu sur toute la saison, mais malheureusement on perd au dernier match. C'est très dommage. Mais bon, il y a eu une belle fête. Et les supporters nous ont soutenus quand même. Ouais, assez ému parce que voilà, c'est une nouvelle saison qui se finit. Pour moi, c'est la première en tant que titulaire et je suis très très fier de ce qu'on a réalisé et quitter nos supporters sur une ambiance comme ça, c'est émouvant. Cette soirée, j'ai profité de chaque instant, essayer de prendre du plaisir un maximum, de profiter de mes copains et voilà, c'est tirer un trait sur cette saison à domicile. On n'a pas gagné malheureusement, mais il reste un match et on va faire tout pour gagner. Comme il a dit, on aurait voulu terminer sur une bonne note, mais bon, il ne faut pas oublier toute la saison qu'on a fait et je pense que cette soirée, en hommage à cette saison, a été réussie. Malheureusement, voilà, il y a la défaite, mais on est très contents et très fiers de la saison qu'on a fait tous ensemble et voilà, c'est un super spectacle qu'il y a eu à la fin. Donc. Très content. Et on aurait aimé gagner ici, mais bon, ça a été comme ça. On a parti face à une belle équipe. Après, voilà, il y a eu un spectacle, il y a eu des feux d'artifice pour clôturer cette belle saison. Donc je pense que tout le monde a vécu une super saison. C'est une belle saison, 3e. C'est bien. L'année prochaine, Champions League, c'est bien, c'est très bien. Oui, je connais la musique, c'est très bien. L'année prochaine, cette équipe-là, ce groupe-là restera pendant très très longtemps dans l'histoire du club, donc c'est une très très bonne saison pour nous. Allez le gym. Allez gym. Allez gym. Vous êtes. Il faut profiter de cette semaine avec eux et après on voit qu'est-ce qui se va passer après. C'est ça, on a une semaine pour profiter tous ensemble et après on verra, on aura des vacances bien méritées je pense et après on repartira dans une nouvelle saison. Bah oui, des vacances bien méritées pour cette équipe de Nice qui a réalisé une superbe saison. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Ils terminent 3e. Ils sont qualifiés pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. En tout cas, j'espère qu'ils pourront se qualifier pour la Ligue des Champions. Ça fera un représentant français en plus. Et c'est toujours important d'avoir des places pour cette Ligue des Champions. Allez, on va vous donner le classement de après cette 37e journée avec Monaco qui termine donc en tête avec 89 points. Le Paris Saint-Germain est 2e avec 86 points. 3e Nice, 77 points. 4e Lyon, 66 points. 5e Marseille, 59 points. Suivi de très près en 6e place Bordeaux, 58 points. Ensuite, on retrouve 7e Nantes, 51 points. Et en bas de classement, on retrouve Lorient qui est 18e avec 35 points, 19e Bastia 34 points, 20e Nancy 32 points. Et comme on le disait, Dijon a 36 points, Caen est 17e avec 36 points. Donc ça va être très chaud la 38e journée à mon avis. Ça va être attaque-défense, il n'y aura plus de milieu de terrain, plus rien. Ça va jouer complètement... libéré mais stressé en même temps parce que de toute façon il faut pas un faux pas et c'est terminé donc Dijon, il faut tout donner. Dijon joue contre Toulouse le dernier match qui n'a rien à jouer. Oui, c'est bon. Donc ça devrait passer. Il faut qu'ils accrochent un petit nul pour être sûr. Et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? Notons que Monaco a évidemment un match en moins. Sur Paris, donc il leur faut, même s'ils marquent 0 points, ils sont champions. Si mercredi ils gagnent contre Saint-Étienne, puis s'ils marquent un point sur même les un deux point, matchs, c'est c'est un point, sûr bon, à 100,00. Mercredi, ça devrait être Moi, je bon dirais pour que Monaco a ses chances de gagner contre Saint-Étienne, je dirais. Heureusement, oui, vu le jeu qu'ils pratiquent cette saison, puis là en plus il y a le titre. Peut-être que les Verts pourraient faire quelque chose, mais bon. Après, les Verts vont avoir à cœur de se reprendre aussi parce qu'ils ont perdu 5-0 contre le Paris Saint-Germain. Ils voulaient faire la fête avec Christophe Galtier, une fête qui forcément a été un peu ternie pour l'entraîneur des Verts, même s'il a remercié chaleureusement les 4 tribunes du stade Geoffroy Guichard. Mais c'est vrai que terminer sur un 5-0, c'est toujours un peu amer quand on est compétiteur. Et c'est ce qu'en tout cas avait dit justement... Christophe Galtier.
Allez, on va appeler bientôt Alexis de Freitas. On va essayer de le joindre pour qu'il nous parle, parce que là, on va passer sur la Ligue 2. On va parler du FC Sochaux-Montbéliard. Mais avant de parler du FC Sochaux-Montbéliard, on va revenir sur ce qui s'est passé sur les équipes de jeunes, car on s'intéresse aussi aux équipes de jeunes du FCSM. C'est important, c'est l'avenir du club aussi également. Bon, bien sûr, tous ne pourront pas devenir professionnels, mais on va envoyer justement le jingle. La jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas. On commence tout de suite. Allez, avec Alexis qui est au téléphone et il va sans doute nous parler. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Ça va ? Ça va et vous ? Bah écoute, parfaitement bien. Alors on va parler justement des jeunes et on va parler déjà en premier de l'équipe réserve qui restait sur une victoire 2-1 contre le leader en championnat, c'était Sainte-Geneviève si je ne me trompe pas, et une qualification en Coupe de Franche-Comté 3-2 contre Champagnole. Est-ce qu'ils ont poursuivi cette série contre Ornans qui était la lanterne rouge ? Eh bien non, une défaite 2-0 pour l'équipe réserve du FCSM. Donc pour ce match, on avait un 11 aligné en 4-2-3-1 avec Maxime Ouranol qui fêtait sa première titularisation en CFA2. Une défense avec Keyoubi à droite qui était le capitaine, Pendant à gauche et la charnière centrale Joseph Ojibo. 2 milieux récupérateurs, Zepeki et Sagoun. Une ligne de 3 devant avec Honora à droite, Guirassi à gauche et Loiseau en meneur de jeu et Glenslin seul en pointe. Donc pour parler du contenu, on a des Sochaléens qui sont pourtant les premiers à avoir les occasions avec notamment Guirassi tout proche d'ouvrir le score sur 2 situations. La première obligeant le gardien à intervenir après un beau mouvement collectif et la deuxième où il est trop court pour conclure une belle action. Ornans se sent menacé, Ornans va réagir et mettre à contribution Maxime Ouranol qui va réaliser les premiers arrêts avant d'être battu par un ancien Sochaléen justement, puisque c'est Thomas Domingos qui va ouvrir le score pour Ornans en concluant un corner. Sochaux qui va réagir mais ne pas parvenir à trouver la faille. Ouranol va dans un premier temps sauver l'équipe du but du break par 2 fois avant de concéder un deuxième but magnifique. Un but inscrit en retournée acrobatique, très beau but. Sochaux va pourtant avoir des opportunités pour revenir avec notamment Fodé Guirassi, encore lui, qui va trouver cette fois le montant. Et donc cela veut dire ce que ça veut dire puisque la réussite a choisi son camp. Ornans qui, on va dire, a pas franchement dominé, un match assez serré mais qui a fait preuve de réalisme devant les buts et ça suffit pour qu'il l'emporte 2-0. Donc au classement, les Sochaliens sont 9e avec 31 points. On est à égalité avec le 8e et un bilan de 8 victoires, 7 nuls et 10 défaites. On a inscrit 24 buts pour 26 encaissés, donc on passe dans une différence négative de -2. Alors c'est vrai qu'avec une belle victoire 3-2 contre Strasbourg le week-end dernier, les U19 Sochaliens devaient ramener 10 points d'Auxerre pour espérer conserver cette 3e place au classement. Comment s'est déroulé ce match de haut de tableau ? Un match de haut de tableau, comme tu l'as dit, un match de haut niveau et un score nul et vierge de 0-0. Donc Eric Elie aligne également un 4-2-3-1 pour ce match avec un 11 très déséquilibré puisqu'on a les meilleurs U19 qui sont avec la CFA2 et les U17 qui sont conservés pour préparer les playoffs. Donc on retrouve Tagouti au cage, une défense avec Mbakata à droite qui était le capitaine et Warhol à gauche, Simpleur et Moltenis en charnière centrale, 2 milieux récupérateurs Njaziri et Mbedenstock, devant une ligne de 3 avec Payan à droite, Jazougué en soutien de l'attaquant et Gaëtan Beuve à gauche. Sulcic était seul en pointe. Donc un 11 rajeuni mais un 11 intéressant. Une première mi-temps avec une large possession en faveur de la GIA qui prend le jeu en main puisque, comme tu l'as dit, ils sont 2e et ils peuvent finir premiers s'ils remportent ce match et que Nancy fait un faux pas. Donc ils vont forcément essayer de bouger cette défense sochalienne, une défense très compacte. Très peu d'occasions dans cette première mi-temps. La première frappe cadrée arrive pourtant assez tôt, mais Tagouti est très vigilant. Et la deuxième occasion de cette première mi-temps qui m'a marqué, c'est cette frappe enroulée qui ne passe pas loin de la lucarne juste avant la mi-temps. Côté sochalien, on est en place tactiquement, on peut dire. On résiste aux assauts. Auxerre qui a là largement la possession, mais qui n'a pas forcément de grosses occasions. Néanmoins, on n'arrive pas à relancer et à porter le danger sur le but de la GIA,
notamment parce qu'il presse assez haut. Donc Eric Elie, pas forcément satisfait de cette première période, harangue sa troupe. Il fait d'ailleurs un changement en faisant entrer Joman. On sent que des Sochaliens qui arrivent à construire, qui font preuve de patience. C'est une meilleure deuxième mi-temps, plus équilibrée. Néanmoins, Auxerre a encore les premières situations. Tagouti fait un nouvel arrêt décisif. Et c'est Sochaux qui va avoir la plus grosse occasion du match, étrangement, puisque à la suite d'un corner bien tiré par une Bedenstock, Moltenis reprend de la tête. Magnifique arrêt du portier auxerrois. Ça revient sur Jaziri qui bute à nouveau sur le portier adverse. Donc un très bon gardien d'Auxerre qui n'a pas eu franchement beaucoup d'arrêts à faire, mais c'est un international, donc franchement très bon. Et Auxerre, conscient qu'ils peuvent se faire piéger, se réveille. Et une série de situations chaudes sur le but de Tagouti se conclut par une frappe repoussée par le montant gauche. Sochaux va avoir également des situations. Jaziri va solliciter le portier adverse avant que Payan en face à face se fasse surprendre par la sortie rapide de ce bon portier auxerrois. Et donc, on va résister jusqu'à la fin du match, puisque Auxerre va même prendre un rouge. Un excès d'engagement et de naïveté, sans doute de la déception du fait qu'ils n'arrivent pas à trouver la faille. Mais ça aura été chaud jusqu'à la 93e, puisque sur un nouveau centre auxerrois et la pression sur le but de Tagouti, notre portier manque cette fois sa sortie. Le ballon est repris par un auxerrois cage vide, mais c'est sauvé par Moltenis qui couvrait la ligne sochalienne. Donc, comme je l'ai dit, on en reste là. Un 0-0 très intéressant pour une jeune équipe qui ramène quand même un match nul de chez le deuxième. Et nous, au classement, donc on est 4e. Donc, on perd cette place du podium. On est 4e avec 48 points, 14 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Et donc, Metz nous a dépassé d'un point sur ce dernier match en battant 3, notamment le 5e, sur le score de 3-1. Allez, cette fois-ci, on va se diriger vers les U15 Sochaliens qui ont été auteurs d'une excellente saison avec 15 victoires en 18 matchs de championnat. Ils se déplaçaient du côté de Belfort pour la 19e journée. Est-ce qu'ils ont confirmé leur première place ? Eh bien oui, tout roule pour les U15 Sochaliens puisqu'ils ont porté le compteur à 16 victoires en 19 matchs. Une nouvelle large victoire sur le score de 5-0, avec pourtant un 11 assez remanié par rapport au début de saison, on peut dire. Mais bon, c'est un 11 qui devient habituel puisque seulement 2 changements comparés au dernier match contre Louan-Cuiseaux, avec Grillo et Delpis qui remplaçaient Treger et Actas. Le reste, c'était sympa aussi puisqu'on avait Samu au cage, le troisième gardien, Cousso, Diane, Boucharet pour la défense, donc les titulaires habituels, Meudre au milieu et offensivement, toujours les 4 joueurs, Mumpemba, Antonio, Rafoul et Pelissa. Un match à sens unique, j'ai envie de dire, puisque les Sochaliens ont déroulé et montré leur supériorité. Ainsi, pour parler des buteurs, Noah Mumpemba a conservé sa place de meilleur buteur de cette équipe U15 sochalienne en inscrivant une nouvelle réalisation, donc il en a 17 buts. Jésim Pelissa le suit toujours, puisqu'il a mis un doublé et porte son compteur à 16 buts. Wilton Antonio, également buteur, est toujours troisième meilleur buteur de cette équipe, avec 13 buts. Et le dernier buteur, donc c'est le jeune Matteo Sanchez, entré en cours de jeu, auteur de son 7e but en titularisation, pareil, un excellent joueur, plus jeune que les autres, mais très intéressant. Et au classement, eh bien, comme tu l'as dit, c'est une excellente saison, puisque les Sochaliens sont toujours premiers. Ils se rapprochent du titre, puisqu'ils comptent 8 points d'avance sur la GIA, qui est 2e. Et au niveau du bilan, on en a 16 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et la meilleure différence de but du groupe avec plus 55, soit un écart de 9 avec Auxerre. Eh bien, en tout cas, une très belle saison pour ces U15 Sochaliens entraînés par Pierre-Alain Fro. C'est ça, je ne me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça, Pierre-Alain Fro. Eh bien, on espère en tout cas que ça, voilà, ils feront aussi une belle saison la saison prochaine. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est bien parti. Et c'était une génération en tout cas qui est très prometteuse pour l'avenir du FCSM. Eh bien, écoute Alexis, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison, parce qu'après il n'y aura plus, voilà, les championnats s'arrêtent, les championnats font relâche, et puis nous aussi on va faire relâche, on va prendre un peu de vacances, ça va faire du bien avant d'attaquer une nouvelle saison. Merci beaucoup Alexis, je te souhaite une bonne semaine, et puis à lundi prochain. Ça marche, bonne semaine à vous, puis à lundi prochain. Allez, à lundi prochain, merci bien, merci beaucoup pour... La jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas.
Oui, alors je vois Fred qui Ouais, lève la main. Il lève la parce main que- comme à l'école. Il est comme ça, il lève la main. Oui, monsieur, Bah, s'il tu vous plaît. Tu parlais des reprises du championnat. La Ligue 2 ce sera pour le 28 juillet et pour la Ligue 1 pour le 5 août. Donc, Le 28 juillet, bon, on n'y est pas encore, hein, on va attendre un bon, petit c'est peu. déjà une petite information que j'ai regardée tout à Mais les l'heure. clubs commencent déjà depuis maintenant, hein, les clubs commencent à recruter pour la saison prochaine. Et justement, on va parler de cette Ligue 2, on va parler du FC Sochaux Montbéliard. C'est maintenant, c'est tout de suite. Donc si vous nous regardez en direct, surtout venez réagir. Venez nous dire quel entraîneur vous souhaitez voir la saison prochaine sur le banc sochalien. Vous savez qu'Albert Cartier n'a pas été prolongé. Donc il y a plusieurs noms qui reviennent, Christophe Pélissier, Denis Renaud. Bon après, Tous des coachs en poste, on ne sait quoi, pas la si c'est, plupart. oui, la plupart. On ne sait pas si c'est des rumeurs, si c'est vraiment Et quel est ton fondé. point de vue pour si, toi, Fredo ? c'est compliqué. Bon, beaucoup voudraient un entraîneur de renom à Sochaux, mais je pense que ça va être compliqué pour venir en Ligue 2. Avoir quelqu'un de renom, ce n'est pas évident, c'est pas facile. Après, il faut. Déjà, je voudrais revenir sur Albert Cartier. Moi, je pense que. On met pas de jingle alors. Si, on va le mettre. Allez, vas-y, on met le jingle et on en reparle. J'attends depuis tout à l'heure que Allez, tu on se finisses ta retrouve phrase. juste après avec vous. Venez réagir en direct. Ah oui, on est en direct, on revient en direct, on est en direct sur Facebook, donc vous pouvez poser vos questions, mais venez les poser carrément à l'antenne, venez débattre avec nous justement. Oui, j'étais en train de dire, moi j'aurais bien aimé que Albert Cartier reste au club, parce que je pense que tous les problèmes ne sont pas forcément... voulu aussi qu'il reste tous les aussi. soucis du FCSM ne sont pas forcément dus qu'à l'entraîneur. Donc bon, le club en a décidé autrement, et maintenant, oui, vous, supportrices et supporters du FCSM, qui voulez-vous voir sur le banc sochalien la saison prochaine ? Un entraîneur de renom, moi je n'y crois pas trop. Ça va être compliqué. Hein. On sait que quand on est un entraîneur de renom, on n'a pas forcément envie de venir entraîner en Ligue 2. Donc ça ne va pas être simple, en tout cas pour les dirigeants. Est-ce que dans les entraîneurs actuels, que ce soit en Ligue 1, Ligue 2 ou ailleurs, est-ce que vous avez un nom à proposer ? Et puis ensuite, on argumentera pour savoir si ça pourrait convenir au FCSM. Mais surtout, avant tout, il faut aussi un projet dont on ne connaît toujours pas la nature à l'heure actuelle de Monsieur Lee. Oui, ça serait bien qu'il fasse une conférence de presse ou qu'il expose carrément son projet. On voudrait bien savoir où va le club. Bon, moi, je ne comprendrais pas l'intérêt de Monsieur Lee de ne pas aller en Ligue 1 car il y a plus de lisibilité. En Ligue 2, il n'y a aucune lisibilité. Si c'est pour voir Sochaux 3 minutes, quand même, maintenant. Il y aurait peut-être bien un gars comme Christophe Galtier quand même, à Sochaux. Moi, après, vu comme il a vu les 7 années qu'il a passé à Saint-Etienne où ça s'est bien passé. Où ça s'est oui, plutôt bon, pas après, trop mal placé. à mon avis, je pense pas que Christophe Galtier arrive à je dis Sochaux. comme ça, Oui, ça aurait été sympa. Je pense plutôt qu'il va traverser la Manche puis qu'il va partir du côté, à mon avis, du côté de l'Angleterre ou du côté de l'Espagne. En tout cas, c'est un excellent coach. Hein. On n'oublie pas qu'avec lui, on a gagné la Coupe de France en 2007. C'était l'adjoint d'Alain Perrin. Donc ce serait peut-être un retour. Ça, on ne l'a pas oublié. Mais bon, après, on verra. On verra si. On sait toujours que les noms qui circulent à Sochaux ne sont jamais vraiment. Au mois de juin-juillet. Oui, ne sont jamais vraiment ceux qui arrivent. Mais on va revenir quand même sur ces derniers matchs au Red Star. Hein. Le FCSM se déplaçait dans la région parisienne face à une équipe qui joue sa survie. C'était pas simple du côté de la région parisienne avec le Red Star, qui va encaisser un but pourtant par Sochaux. Dès la 32e minute de jeu, suite à un bon mouvement collectif, c'est Florian Martin qui part au but. Il dribble un joueur et il frappe du côté droit, en tout cas de cette équipe du Red Star, du but du Red Star, et ça a fait 1-0 pour Sochaux. Et ensuite, le Red Star va pousser en fin de partie à la 75e minute de jeu. C'est Julien Tudic qui va réduire le score pour cette équipe du Red Star, et le match va se terminer 1-1. On va écouter justement le résumé de ce match. Après avoir perdu beaucoup de points lors des dernières semaines, le Red Star est toujours en lice pour se maintenir. 19e et avant-dernier, les Odoniens doivent absolument battre Sochaux 11e. Le Red Star a 2 points d'Orléans 18e, il y a 4 points d'Auxerre 17e. La première opportunité est pour l'équipe francilienne grâce à Anatole Gamoukol. Tulaire en attaque avec Toudik, Makedjouf, Chavalrin, Mirsi,
Jérôme Ergo, le capitaine, sont là également. Demel, Zubar et Keita sont eux blessés. Sochaux essaye de réagir avec ce tir de loin, mais c'est sauvé par Geoffrey Lambet. Albert Cartier aimerait bien que son équipe termine de la meilleure manière. Une victoire sur les 6 derniers matchs seulement pour des Sochaliens privés de nombreux joueurs. 7 absents, dont Werner, Teke, Berenguer et Andria Tsima. Ogier est le capitaine du FC Sochaux Montbéliard. Tousgar, Tardieu et Martin sont également titulaires. Deuxième occasion pour le Red Star. Et ça passe à côté du but gardé par Maxence Prévost. Une victoire sur les 9 derniers matchs seulement pour le Red Star et sur 2 matchs sans but inscrit. Difficile dans ces conditions d'espérer le maintien pour les joueurs de Claude Robin et de Manu Pires. Et les choses se compliquent encore plus à la 32e minute avec le but de Florian Martin, auteur ces derniers temps de buts spectaculaires. Celui-ci l'est un peu moins, mais vaut très cher, surtout pour le Red Star qui se retrouve mené à 1-0 au stade Charletti. 5e but de la saison pour Martin. Et encore beaucoup de travail à venir dans ce match pour se relancer pour le Red Star. En seconde période, Sochaux va défendre son but d'avance pour essayer d'accéder pourquoi pas à la première moitié du classement, mais le Red Star a des possibilités. Les joueurs franciliens reviennent libérés. Ils attaquent de plus en plus et mènent même de très beaux mouvements offensifs à l'image de celui-ci. La conclusion ratée de Julien Toudic. Belle parade de Prévost. Nouveau mouvement intéressant avec Abdoulaye Sané entré sur le terrain à la 69e minute. Le centre est manqué, mais c'est mal dégagé par la défense. Et la frappe sauvée par Prévost. Tentative de Xavier Chavalerin. Ça ne veut toujours pas sourire. Il reste encore à peu près un quart d'heure à jouer. Et le Red Star continue à avoir quelques ballons d'attaque intéressants à négocier. Chavalerin, il va pouvoir donner à Toudic. La frappe de Toudic. Et Prévost est battu cette fois-ci. Un but partout entre les deux équipes. 75e minute. Le 5e but de la saison pour Toudic. Le Red Star se relance. Un joli but pour Toudic. Il reste encore suffisamment de temps pour gagner ce match et avoir une vraie chance de maintien. Sochaux résiste et subit les nombreux assauts du Red Star. Encore un avec ce crochet dans la surface. La frappe enroulée. Maxence Prévost qui relâche. Et le ballon directement sur Abdoulaye Sané qui rate le cadre. Quelle occasion de gagner le match dans les dernières minutes. Et Abdoulaye Sané, surpris de voir ce ballon revenir sur lui, il ne parvient pas à marquer ce but qui aurait changé beaucoup de choses. Au final, un but partout entre le Red Star et Sochaux. Le Red Star ne peut plus atteindre la 17e place, mais peut encore devenir barragiste à 2 points d'Orléans et avec un match à jouer. Ben oui, à 2 points d'Orléans et un match à jouer. Et bien justement, on va vous donner les résultats de cette Ligue 2, la 37e journée, l'avant-dernière journée, avec Orléans et Clermont Foot qui ont fait match nul 2 buts partout. Bourg-Péronnas a été battu sur sa pelouse face au Stade Brestois 2-1. Amiens a battu Laval 3-0. Nîmes a battu l'AC Ajaccio 3-1. Niort et Strasbourg font match nul 2 partout. Troyes a battu Reims 2-0 et Valenciennes a fait match nul, 0 partout face à Auxerre. Lens cette année s'imposé au Gazélec Ajaccio. Et Le Havre a battu Tours à Tours, 4-0. On va entendre justement la réaction d'Albert Cartier après cette rencontre, après ce match nul du côté du Red Star. Moi, je trouve que un peu à l'image de notre saison, quoi, on donne des points ce soir à un adversaire parce qu'on a l'occasion peut-être d'aggraver le score et peut-être même de se mettre à l'abri d'un retour du Red Star bien avant cette égalisation. Voilà. Bon, mais c'est un peu à l'image de notre saison où dans nos temps forts, on n'est pas assez efficace et réaliste pour prendre véritablement l'ascendant sur nos adversaires. Maintenant, le Red Star a poussé les 20 dernières minutes et ils auraient très bien pu remporter ce match-là dans les 20 dernières minutes, dès l'instant où ils ont égalisé avec les prolongations qu'il y avait. Ils auraient très bien pu à 2 ou 3 reprises nettement égaliser, nettement marquer et remporter ce match. Pardon. C'est jamais facile parce qu'on a un effectif qui a vraiment bougé par rapport au premier tour, par rapport au match aller, avec beaucoup de blessés quand même dans notre effectif. On a un effectif qui est complètement nouveau avec toujours 6 ou 7 joueurs qui ont moins de 20 ans. Là, ce soir, c'était 2 joueurs de 17 ans qui étaient sur le terrain. C'est quand même très jeune pour la Ligue 2. Voilà. Mais c'est de l'expérience qu'ils sont en train de prendre actuellement dans des matchs pas faciles quand même pour eux. Passer de la CFA 2 à la Ligue 2 et dans des matchs difficiles comme ceux de ce soir, ça leur donne quand même une certaine expérience pour l'avenir et pour le futur du FC Sochaux Montbéliard. Ouais, ce soir, il a été exceptionnel. Vraiment, c'est lui qui nous fait déjà à 1-0 l'arrêt, un arrêt qui nous permet de rester dans le match. Puis ensuite, dans les 20 dernières minutes, je vous le dis, là, c'est à 4 ou 5 reprises qu'il a fait des parades qui nous ont permis de ramener un point. Voilà. Mais c'est un peu paradoxal parce que ce match-là, je pense qu'on était capable de le gagner autrement. Et avant, et puis ensuite, effectivement, sur les 20 dernières minutes, on est capable de le perdre. Et franchement, si on l'avait perdu, il n'y avait pas grand-chose à dire
si ce soir on repartait avec rien du tout, parce que dans les 20 dernières minutes, il n'y avait plus rien. Chez nous, on avait éteint la lumière. Ah, chez nous, on avait éteint la lumière. Non, chez nous, elle est encore là, la lumière. Albert Cartier que j'espère avoir justement lundi prochain, après la dernière journée qui aura lieu ce vendredi. Ça sera face à 3. Il y a Noé qui me demandait sur justement la page Facebook, comme on est diffusé en direct, qui nous demandait contre qui était le dernier match. Donc je lui dis, ça sera contre 3. 3 qui a encore quelque chose à jouer. Sachant donc, d'ailleurs que le club offre le déplacement à ses supporters. Le club de Sochaux ? Non, à ses supporters. Le club de Troyes, tu veux dire ? Oui. Le club de Troyes offre le déplacement à ses supporters. Donc, tu veux nous dire qu'il va y avoir du monde en parkage ce vendredi ? Il y a des chances. Bah oui, car Sachant que la Ligue 2 va accueillir 2 pensionnaires de National. Il s'agit de on Quevilly-Rouen et de parlera, Châteauroux. On en parlera après. Il va trop vite, Fred. Il est déjà toujours à l'étape d'après. Quand il s'endort pas, il fonce. Hein. Quand il s'endort pas, il est à fond là. Oui, mais ça concerne la Ligue 2. Oui, on en parlera juste après. Justement, Thomas voulait nous donner des noms d'entraîneurs. Alors, comme vous nous écoutez, dites-nous si ces noms. Je vous balance des noms. Il y en a qui sont un peu, on rêve un peu, exotiques. Tu peux y aller. Exotiques, mais je vous donne des noms d'entraîneurs qui sont ou qui seront ou peut-être libres. On commence avec un entraîneur qui est habitué de la Ligue 1, peu de chances qu'il vienne en Ligue 2. Frédéric Antonetti, il est libre. Son dernier club, c'était Lille en 2016. Bonne question. Voilà, c'est un entraîneur aussi qui est assez sympathique, mais apparemment, il voulait plutôt repartir à Bastia. Il voulait même investir dans le club de Bastia. Alors, on élimine. Allez, là, j'ai choisi un entraîneur qui est libre, un champion du monde. Souvenez-vous, c'était le 3e gardien de l'équipe de France en 1998. Lionel Charbonnier. Il a entraîné que des petites équipes. L'équipe, la plus grosse équipe qu'il a entraînée, c'était Istres en 2014-2015. Il a entraîné à Tahiti, il a entraîné en Belgique, en Indonésie. Et puis, je ne connais même pas le drapeau de ce pays, c'est... au Congo. Excusez-moi les auditeurs congolais, c'est au Congo. Est-ce que vous voulez un peu de... C'est un gardien de la JOCR, entre parenthèses. C'est un gardien de la JA, oui. Je sais pas, moi ça me botte pas de trop. Pas de trop, c'était juste pour le renom de la Coupe du Monde. Je vous en propose un autre qui sera encore entraîneur l'année prochaine de Lyon, Bruno Genesio. Il connaît un peu dans la région puisqu'il entraînait déjà le Racing. Il était l'entraîneur adjoint de Stéphane Paille à Besançon au Racing. C'est pour ça que je vous le propose. Il est connu. Après, apparemment, Olas l'a confirmé dans ses fonctions, mais bon, c'est toujours que on peut en football, on confirme et puis le lendemain on licencie, donc ça peut aller très vite. Je pense qu'ils vont le garder du côté de Lyon, mais c'est vrai que ça reste un très bon entraîneur, bien sûr. Comme le dit Fred, il a été l'adjoint de Stéphane Paille au Racing. D'ailleurs, Cédric sur la page Facebook de l'émission nous donne quelques noms également. Il nous dit Stéphane Paille, Bernard Dengini ou Pierre-Alain Fro pour la Ligue 2. Ça peut suffire comme prochain entraîneur. Oui, après, il faut aussi mettre des moyens en face. Peut-être des gens qui connaissent ce club aussi. Oui, Stéphane Paille est un très bon entraîneur. Donc oui, il y a des bons entraîneurs. Oui, ça peut être des solutions internes en fait, internes et joueurs. Et c'est ça, je pense, qui manque aussi au club de Sochaux, c'est que des anciens joueurs. Il faudrait que des anciens joueurs reviennent au club dans l'organigramme du club à certains postes clés. Et comme ça, l'histoire et surtout l'âme du club reste quand même quelque part. Et je pense que beaucoup de clubs font ce choix-là de faire revenir aussi des anciens joueurs pour continuer cette progression. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Oui. On s'est misé sur l'avenir là, parce que les résultats viendraient probablement pas tout de suite. Je vous en propose juste un dernier. Allez, il est un peu folklorique celui-là. C'est Philippe Lucas, pas le footballeur, mais l'entraîneur de nage. Le nageur. Est-ce qu'un entraîneur d'un autre sport, un coach, pourrait venir dans une équipe d'un sport qui n'est pas le sien, s'entourer de techniciens qui seraient eux compétents et pouvoir motiver et leader une équipe, à votre avis? Écoute, pourquoi pas, tout est possible. Après, c'est sûr que c'est un entraîneur qui a du charisme, qui a du caractère. Donc c'est sûr que je pense que certains vont avoir
mal à partir avec cet entraîneur, mais oui, pourquoi pas, après tout est possible. Il pourrait les faire motiver au moins. Faut qu'il ait les diplômes, faut qu'il ait quand même les diplômes, parce que si... justement, hein, il peut faire comme Zidane, commencer à entraîner, et puis on met quelqu'un sur le banc, et passer les diplômes. Tiens, si on mettait Zidane, t'as une idée, Thomas? Oui, Zidane qui est pas au mieux à Madrid, hein, ils sont juste premier ex-aequo, premier virtuel du championnat et en finale de Ligue des Champions. Faut qu'on vende le stade, tous les joueurs, faut qu'on les vende, après on va vendre le stade. Tout le pays de Montbéliard, il faut vendre tout le pays de Montbéliard pour payer son salaire, donc ça va être un petit peu compliqué. Après, on cite des noms, mais on sait très bien que c'est jamais forcément les noms cités qui viendront au club. En tout cas, j'espère que le club prendra... Peut-être un retour de coach, si ça se trouve. Oui, possible aussi. On parlait de Francis Gillot. Alain Perrin aussi. Oui, Alain Perrin, on a parlé de beaucoup d'entraîneurs, mais après aussi en face de ça, il faut mettre un moyen, il faut mettre des moyens, parce qu'un moyen ça va être court. Il faut mettre des moyens, il faut surtout donner le projet sportif, parce qu'à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas le projet sportif du club. On se doute bien que c'est la montée, quand on est Sochaux, l'important c'est de monter en Ligue 1, on a les structures pour le faire, mais il y a aussi des choses peut-être à changer dans le club, dans l'organigramme du club, je ne sais pas, il y a sans doute un tas de choses à faire, mais on espère bien sûr que ce club retrouvera la Ligue 1. Mais c'est vrai que c'est pas forcément. Il faut le bon coach déjà aussi. Oui, il faut trouver le bon coach qui va. Mais ça, c'est. Je trouve que ça serait bien, Alain Perrin. Ce serait une bonne. Là, je vois qu'il est libre en plus. C'est vrai qu'il est arrivé pour une saison, en 2007, la saison où Sochaux a remporté la Coupe de France. On avait des joueurs comme Karim Ziani, comme Jérôme Leroy. On avait de très bons joueurs à cette époque et des joueurs aussi avec du caractère, avec de la hargne. C'est ça qui manque, je pense, à cette équipe de Sochaux. Aussi. C'est des teigneux. Vrai, on avait Jérôme Leroy qui ne lâchait rien, qui prenait aussi des cartons, mais qui ne lâchait rien. On avait Karim Ziani également qui joue du côté d'Orléans. On espère qu'Orléans arrivera à se maintenir. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore maintenus. Non, puis ils ont 4 points aussi. Ils ont pris une pénalité de 4 points, donc c'est compliqué sur cette équipe d'Orléans et Karim Ziani. Mais non, on avait des joueurs de caractère et puis ensuite, on avait aussi Alain Perrin, ancien militaire. Il y avait du caractère aussi. Mais Albert Cartier aussi a beaucoup de caractère. Faut pas croire que c'est quelqu'un qui est, comme j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui est mou, qui sait pas amener une équipe. Si, je peux vous assurer qu'il sait mener une équipe. Mais après, il y a peut-être aussi des choses en interne qu'on ne connaît pas. Pour sa dernière à Albert Cartier, qu'on puisse gagner contre 3. Mais 3 qui peut encore jouer la montée d'ailleurs. Oui, justement, le dernier match, c'est face à 3. Et puis ça va être compliqué parce que c'est une équipe de 3 qui a encore quelque chose à jouer. 3 est 3e pour le moment, ils sont sur le podium, ils ont 63 points. Comme Amiens qui est 2e avec 63 points. Et Strasbourg qui est premier avec 64 points. Alors la question qu'on peut se poser quand même, c'est on voit Strasbourg premier, on voit Amiens 2e, 2 clubs quand même. Qui va monter maintenant pas encore sûr, mais je veux dire, c'est quand même 2 clubs qui sont promus. Alors pourquoi sont-ils en tête à l'heure actuelle ? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Ça vient peut-être aussi du groupe. Le groupe est peut-être sain, et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Les joueurs ont envie de se battre pour leurs coéquipiers, et on peut aussi se poser ça. Est-ce qu'à Sochaux, les joueurs ont vraiment envie de se battre pour se battre, bien sûr, pas se battre physiquement, je veux dire faire les efforts pour les coéquipiers d'à côté. Et ça aussi, on peut se poser la question parce que à Strasbourg, Amiens, il y a vraiment un groupe. Allez, vas-y, pose-nous la question. Alors, qui voyez-vous monter en Ligue 1 ? Moi, je vois bien Strasbourg, 3. Puis le 3e peut-être Lens ou Amiens, je ne sais pas. Après 3 c'est bien, mais si c'est pour faire comme la saison où ils sont montés, ils sont redescendus aussitôt. Et c'est ça le risque quand même. Parce qu'après, quand tu montes en Ligue 1, il faut que mais Strasbourg, un noyau. Bien monter, moi, je dirais. Oui, il faut déjà que dans ton équipe, tu aies un noyau dur. Parce que si c'est pour prendre des gifles tous les week-ends en Ligue 1, moi, j'en verrais pas l'intérêt. Mais après c'est le sport qui décide qui va monter. Après, si Strasbourg Amiens, monte, ils l'auront mérité. Ligue 1, en plus. Strasbourg l'aura mérité. Si c'est Amiens, ils l'auront mérité aussi. 3 aussi. C'est des équipes qui sont en tête. Vous voulez les cotes ? Allez, vas-y, donne-nous les cotes. Alors là, si on a envie de miser un peu d'argent. J'ai les cotes, j'ai juste les cotes pour la victoire en Ligue 2, mais ça veut dire que celui qui a la 2e meilleure cote, il sera favori pour être 2e, probablement. Monter, Voilà, donc le favori, c'est évidemment Strasbourg, 1,15, donc ça vaut pas trop le coup de miser dessus. Ensuite, c'est Amiens, 4,50. Donc Fred, si tu crois en Amiens, 4,50, c'est une leur première saison en Ligue 1 puisqu'ils sont pas encore montés en plus. Mais alors c'est pas pour la montée, pardon, là c'est pour la victoire. Donc non, mais je dis c'est des novices en Ligue 1 puisqu'ils sont pas encore montés en plus les Amiénois. Ensuite c'est 3, 6,50.
Et ensuite, c'est Lens 18. Bon, Ce serait sympa, des derby Amiens-Lille au stade de la Licorne. Ça serait assez sympa. Johan qui nous dit bonsoir. Bonsoir Johan, bonsoir à toi. Viens débattre avec nous aussi également si tu le souhaites. On a Mehdi Kawa aussi, l'entraîneur des Filles de Saint-Vite, qu'on parlera tout à l'heure, qui me dit simplement salut Fred, on t'attendait hier. Bon, après je peux pas être partout. Elles ont gagné Saint-Vite hier. Elles ont gagné 3-2 à Vesoul, donc elles vont faire les barrages. On en reparlera avec lui dans une prochaine émission. Mais c'est vrai qu'après, il y a plusieurs enseignements à retenir de cette soirée de Ligue 2. Il y a Strasbourg qui a raté le coche du côté de Niort. Il y a 6 clubs pour la montée. Et le Red Star, comme on le disait, qui tremble toujours un petit peu. Strasbourg va devoir quand même se méfier car ils ont fait 2 partout face à Niort. Mais ils gardent quand même la main parce qu'ils vont recevoir Bourg-Péronas pour le dernier match à domicile. Jacques Laval est déjà relégué, donc on peut Laval est déjà relégué. Ensuite, on a Amiens et Troyes, en tout cas qui tiennent à la montée. Et c'est vrai que les 2 formations, elles sont bien placées pour terminer sur le podium. Comme on l'a dit, Amiens 2e et Troyes 3e. Il faudra que Troyes s'impose du côté de Sochaux. Et Lens peut encore y croire. Les 100 et or, ils peuvent. Lens qui ont été victorieux face au Gazélec Ajaccio 4-0. Et les 100 et or sont 4e. En tout cas, ils ont rempli leur mission. Et ensuite, on a Brest et Nîmes qui sont également dans le coup, qui ont battu respectivement Bourg-Péronas et l'AC Ajaccio. Donc, ils se tiennent à 2 points ces 6 équipes. Oui, tout est possible, c'est vrai. Après, on a Reims qui s'est un petit peu sabordé. C'est vrai pourtant ils ont été longtemps dans les premières places au classement. Mais c'est vrai que c'est fini, là. Le club rémois a raté sa deuxième partie de saison. Et le Red Star, lui, qui tremble. Orléans est provisoirement barragiste, puisqu'ils ont été le Red Star qui a été accroché, on l'a dit tout à l'heure, par Sochaux. Il reste en 19e position à un pied déjà en national. On espère cette équipe. Et Orléans a 2 points de retard sur Auxerre. Oui, comme tu le disais tout à l'heure, Laval condamné à la relégation, c'est fait. Et ensuite, la formation du Nord, en tout cas, va devoir battre Auxerre, qui est 17e lors de l'ultime journée. Et compter aussi également sur un revers d'Orléans, qui est actuellement 18e, qui jouera du côté du Havre. Alors ça va être très tendu pour cette Ligue 2 également, surtout dans le haut. On va savoir qui. Ce serait une catastrophe si Auxerre descendrait en national. Une catastrophe surtout pour le club, parce qu'on sait toujours quand on descend de Ligue 1 en Ligue 2, il y a des salariés qui perdent. Déjà il y a quelques années, quand ils sont descendus de Ligue 1, c'était vraiment Oui, comme le disait Rémi Vercoutre de Caen l'autre jour, il y a des salariés qui perdent leur travail, donc c'est toujours assez compliqué. Bien. Allez, on passe. On va juste vous donner quelques résultats en national. Il y avait une journée également avec le CA Bastia qui a battu le Paris FC 1-0. Les Herbiers qui se sont inclinés à domicile face à Chambly 1-0. On a également le Pau FC qui a battu Épinal 1-0. Lyon-Duchère qui s'est fait surprendre à domicile par Châteauroux 2-0. Quevilly a battu Dunkerque 2-0. Créteil a battu Sedan 1-0 et Boulogne-sur-Mer a battu Béziers 2-0. Belfort, qui était mal engagé dans cette rencontre face à Consola Marseille, s'est finalement imposé 3-2. L'US Avranches a battu Concarneau 3-0. Alors au classement, on a 2 clubs qui montent en Ligue 2. Ce sera Quevilly et Châteauroux, donc on va découvrir la Berrichonne de Châteauroux. Oui, la Berrichonne, on sait où c'est, on connaît le club. Déjà allé. Le club de Quevilly-Rouen, ils sont associés, les 2 villes se sont associées. Et le troisième, ce sera la troisième soit place Dunkerque, qui sera synonyme de barrage. Se jouera soit entre Dunkerque, le Paris FC, Marseille Consola, Chambly et Lyon-Duchère. Donc les 5 équipes se tiennent à 2 points. Donc ça va être encore. Si Lyon-Duchère monte, ça ferait que les 2 clubs lyonnais se tiendraient en 2 divisions. Oui, ça va être. En tout cas, ça va être tendu également en national parce qu'il y a des choses à jouer du côté de cette division. Allez, on va parler cette fois-ci, comme personne ne veut débattre avec nous, du FC Sochaux-Montbéliard. Je pense que les gens sont un peu déprimés en ce moment par la saison. Mais il reste encore un match, il faut faire bonne figure et il faut en tout cas que les Sochaliens jouent en tout cas pour ne pas fausser le championnat. Mais ça, là-dessus, on compte sur eux pour effectuer un très bon championnat. Oui, Fred, qui me montre les papiers. Peut-être passer à la CFA2 Bien sûr, on va y passer, ne t'inquiète pas.
Ne t'inquiète Avant-dernière pas. journée, qui était avant-dernière journée aussi. Mais oui, c'était une journée en tout cas très importante. On va revenir sur le CFA dans le groupe C, déjà la 29e CFA, oui. journée, avec Jura Sud Foot qui a fait match nul face à Montceau-les-Mines, 2 buts partout. Ensuite, le CFA2, justement, dans le groupe E, c'était la 25e journée. Alors, qu'ont fait nos équipes franc-comtoises? Déjà, Sainte-Geneviève, le leader, s'est fait freiner, on va dire, par Selonget, 0 partout. On a le Besançon Football Club qui s'est incliné du côté d'Ivry, 2 buts à 1. Ornans qui a battu la réserve du FC Sochaux-Montbéliard, on l'a dit avec Alexis tout à l'heure, 2 à 0. On a Pontarlier qui fait une très belle opération en battant Guignon, 3 buts à 1. Et on a également le Racing Besançon qui, lui, fait une mauvaise opération en s'inclinant 2 buts à 1 face à 3. Et bien justement, on va peut-être écouter la réaction de Johan Randet. De Johan Randet, voilà. C'est la réaction de Johan Randet, l'entraîneur de cette équipe du Racing Besançon, qui s'est incliné au stade de Le Haut-Lagrange face à 3. Non, je pense pas que c'est la clé négative. Je pense qu'il faut être lucide. En face, il y avait une belle équipe, voire une très belle équipe qui a joué le jeu. D'ailleurs, le coach en était presque désolé à la fin en me disant que voilà, qu'il était désolé qu'il avait joué le jeu. Mais après, c'est le jeu. Moi, je ne me demande pas que les adversaires ils nous laissent gagner. Par contre, voilà, moi, je pense que c'était plutôt positif en première mi-temps. On les a plutôt contenus. On a fait le dos rond, surtout pendant la première demi-heure où on était, c'est vrai, en difficulté. Et je pense que oui, il y avait de la crispation, ça se ressentait. Par contre, on a réussi à les contenir et puis on a mieux fini le dernier quart d'heure. Et puis on a réussi à repartir sur ses bases en deuxième mi-temps. Donc voilà. Non, la première mi-temps, j'étais pas mécontent finalement à la mi-temps. Voilà, on est tombé sur une belle équipe. On a essayé déjà dans un premier temps de les contenir. C'était pas simple. Les garçons ont fait des efforts. Je le voyais sur leur visage. À la mi-temps, il y en avait plus d'un qui était fatigué. Voilà, c'était pas négatif d'être à 0-0 à la mi-temps. Et puis la preuve, puisqu'on a réussi à ouvrir le score. Bien sûr qu'on va y aller, de toute façon, sinon c'est pas la peine d'y aller. Sinon on laisse les 3 points à Créteil et puis on dit adieu au National 3. Non, bien sûr, on va tout faire pour y aller et pour aller gagner. Maintenant, il n'y a plus à calculer. De toute façon, on sait que même un nul ne nous suffira certainement pas. Donc il faudra aller gagner à Créteil. Voilà, il ne faut pas réagir à chaud, il faut analyser ce match tranquillement et puis le préparer correctement la semaine qui vient. Bah oui, il faut le préparer correctement parce que c'est un match hyper important, ne serait-ce déjà pour l'avenir du club, car il faut que le Racing Besançon reste en CFA2. Il faut espérer une défaite du BFC et que le Racing gagne à Créteil. C'est ce qu'il faut faire. Oui, après, comme on le disait en début de saison, c'est vrai que c'est navrant que ça se joue entre des équipes franc-comtoises. On aurait préféré un autre sort, mais après, c'est le sport qui en décide autrement. On verra en tout cas qui sortira gagnant de cette épopée. Au classement, donc le Racing a 1 point de retard sur le BFC. On va le donner le classement, on va le donner, Fred. On va le donner, ne t'inquiète pas. Regarde, il est là, il est tout prêt. Il est tout près le classement avec premier Sainte-Geneviève 48 points et Pontarlier qui revient. Ça c'est une bonne nouvelle en tout cas dans le haut de tableau. On espère que cette équipe de Pontarlier coiffera sur le poteau. Ils peuvent encore monter parce qu'ils font partie des meilleurs deuxièmes aussi. Donc, bien sûr, puis ils sont à un point de Sainte-Geneviève. Donc si Sainte-Geneviève lors du dernier match, c'est face à Ornans, il me semble bien, ils reçoivent Ornans. Oui. Bon après, on espère toujours qu'Ornans va s'imposer du côté de Sainte-Geneviève. Et Pontarlier pourrait reprendre la main. Et on a aussi également la réserve de FC Sochaux-Montbéliard qui est 9e avec 31 points, qui a fait une saison honorable, mais pas forcément une très bonne saison. Ils ont toujours été en 8e, 9e position. Ils ne se sont jamais mêlés à la lutte, en tout cas dans les premières positions. Sans doute ce sera pour la saison prochaine. On a également 12e Ornans, 13e le Besançon Football Club et 14e le Racing Besançon qui est à 22 points. Le BFC à 23 points et Ornans à 25 points. Selonget, lui, est 11e avec 27 points. Et bien, en tout cas, on en saura plus samedi prochain. Ça sera moi, je serai terminé du côté de Créteil. Donc pour écoute, tu nous la diras. La réserve de AS Créteil. Donc tu nous diras ce que tu as. La région parisienne. Oui, ce que tu as vu du côté de l'US Créteil, du match où le Racing Besançon n'aura plus le choix, devra en tout cas s'imposer. Car à condition que le BFC ne gagne pas. Exactement, il ne sera pas maître à 100% de son destin. Et c'est souvent là que c'est très, très tendu. C'est très compliqué.
Allez, on passe justement à l'Interligue féminin. C'est justement Mehdi Kawa qui était sur la page tout à l'heure et qui nous disait qu'il m'attendait hier, mais hier c'était hélas pas possible pour moi car il y avait le match de l'ESBF également. Donc comme je ne peux pas encore me cloner. Pas comme Mélenchon, tu peux pas envoyer un hologramme? Non, je peux pas. Non, pas encore. J'ai pas encore les moyens là. Je pourrais peut-être le faire, mais il faudrait que je me mette ici parce que je vais faire exploser la Wi-Fi. Tout va partir en live. Allez, juste pour vous donner les scores avec le Racing Besançon qui jouait aussi son maintien face à l'ASM Belfort. Le Racing s'impose 3-2. Pontarlier a battu Flasmacon 4-2. Saint-Vith est allé s'imposer du côté de Vesoul 3-2. Et ça sera la prochaine finale de la Coupe de Franche-Comté le jeudi 25 mai, le jour de l'Ascension. Donc rendez-vous au stade Léo-Lagrange si vous voulez voir du foot féminin. Il y aura une belle affiche en tout cas entre Saint-Vith et le Vesoul Football Club. Et vous avez Blanzy aussi également qui était second, qui lui est allé s'imposer du côté de Villers-les-Paux 1-0. Et Châtenois a battu Louan-Cuiseaux 1-0. Et bien au classement, on retrouve Saint-Vith qui est premier avec 66 points. Deuxième Blanzy, 65 points. Donc Saint-Vith jouera les barrages. On va attendre de voir contre qui cette équipe saint-vittoise va tomber. Mais on espère en tout cas qu'elles passeront parce qu'après ensuite c'est la deuxième division. Donc c'est quand même très important et ce sera assez sympa qu'un club de la région aille en deuxième division féminine. Allez, cette fois-ci, on en a terminé avec le ballon rond. On va parler handball. Parce qu'il y avait un gros match hier. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Il y avait les demi-finales pour les playoffs avec Metz qui rendait visite à l'équipe de l'ESBF. L'ESBF qui fait une magnifique saison, qui le week-end dernier s'est qualifié pour la Coupe d'Europe en battant Nantes et pour les demi-finales. Mais hier, c'était compliqué face à une équipe messine qui avait fait match nul face à Dijon et qui avait dû se faire remonter les bretelles par le coach messin. On a vu des Messines agressives d'entrée de match, une agressivité défensive impressionnante avec des grands gabarits, des tireuses de loin avec Smith et puis également Xenia, ça va me revenir. J'ai perdu son nom, mais ça va me revenir. Et ensuite, Metz s'impose 30-20, 10 buts d'écart. Il y avait même plus que ça à certains moments de la période. Les filles de l'ESBF sont un peu passées au travers de cette rencontre, mais sont tombées tout simplement sur plus fort. Après, il faut aussi dire que ça fait 3 ans. Il y a 3 ans, l'ESBF était quand même en deuxième division. Il faut que le club, bien sûr, grimpe tout doucement. Mais en tout cas, c'est une super saison qu'elles ont réalisée. Et on va écouter justement Raphaël Tervel, qui, elle, est un petit peu déçue. Elle pensait que les filles, justement... allez donner un peu plus. Et Didier Weber qui lui indique tout simplement que le SBF a fait une magnifique saison et puis ce dimanche elles sont tombées sur plus fortes. Opérationnel, on est capable de faire des grandes choses. Quand dans la tête on n'y croit pas, on ne peut pas gagner. Et là je pense qu'on n'y a clairement pas cru, on n'a pas cru en nos chances. Je pense parce qu'on est tellement passé à côté du match dans tous les secteurs. Défensivement on avait mis en place des choses, sauf que s'il y en a une qui n'est pas dans le projet de jeu défensif, le projet défensif il explose. À chaque fois qu'on était dans ce qu'on avait prévu, on a gagné tous les ballons. À chaque fois qu'il y en a une qui s'est trouvée, on a pris but, quoi. Et on n'était pas dans deux défenses sur 3 au début, donc forcément on ne peut pas exister. Après on s'est cassé les dents en attaque, on s'est cassé les dents sur Laura au niveau du tir. Voilà, c'est juste qu'on est passé complètement au travers de ce match. C'est dommage parce que pour le spectacle, il n'y a pas eu de match. C'est bien dommage. Mais voilà, ça nous montre aussi l'écart qu'il y a encore avec ces grosses équipes et puis le chemin qu'elles ont encore à parcourir pour pouvoir essayer un jour de taper ces équipes-là. Bien sûr, je pense que l'objectif étant atteint, c'est dommage parce que c'est ça qui m'énerve le plus, quoi. C'est qu'on n'est pas encore des combattants, on reste des petites filles. J'ai envie de dire, ok, on a atteint l'objectif, ça y est, quoi. Ah non, à un moment donné, quand on a en jeu une finale de championnat de France, il faut qu'on y croit. Et là, personne n'y a cru. Donc c'est dommage, à part nous peut-être, mais c'est ça qui est dommage. On n'a pas su leur transmettre que c'était possible. Et voilà, quand on pense qu'on ne peut pas gagner, forcément on ne gagne pas. Donc
Ça fait exactement comme l'année dernière. L'année dernière, on avait un objectif. Une fois que l'objectif est atteint, derrière, pim, on a déroulé. Et là, voilà, on a atteint l'objectif. Et du coup, c'est dommage qu'on n'ait pas plus faim que ça. On compte absolument pas. Là, c'est sûr qu'il n'y a plus photo. Le match, il est terminé. Le retour, il est complètement mort. Donc voilà, on en profitera pour travailler justement pour l'année prochaine, en faisant jouer les jeunes et puis que tout le monde se mesure un peu à ce que c'est que le haut niveau, parce que ce soir on a pris une leçon de handball de haut niveau. On avait dit, il reste 4 gros matchs contre 3 équipes qu'on n'a jamais battues de l'année, donc on sait qu'on a une fin de saison plus que difficile. Maintenant, si le discours reste toujours le même, et on a 4 très gros matchs, si on peut en gagner un sur... il en reste 3 maintenant, donc si on peut en gagner un sur les 3, et ben ça sera très bien pour l'année prochaine. On est avec Didier Weber, le président de l'ESBF. Bon, après la défaite de l'ESBF face à Metz, bon, c'était compliqué ce soir de trouver des solutions face à cette équipe messine pour l'ESBF. Oui, compliqué. On joue une équipe qui a joué la Ligue des Champions cette année. Il y a la moitié d'équipe de France dans l'effectif, l'autre moitié c'est toutes des internationales. Donc c'est vrai qu'en termes de niveau sportif, il y a une vraie différence. Maintenant, on s'est battu, on ne peut pas reprocher à notre équipe de Besançon de ne pas s'être battue, mais c'est vrai que contre une équipe comme ça, qui est en mode Ligue des Champions, la moindre balle perdue, la moindre erreur se paye cash. Donc elles se sont battues, c'est ce qu'on leur avait demandé, Palais des Sports qui était plein. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle quand le public est là au rendez-vous, malgré que c'était télévisé. Et donc ça veut dire qu'il y avait aussi au moins 3000 personnes devant leur poste, en tout cas de télévision, je l'espère. Mais voilà, pour le handball féminin bisontin, franc-comtois, régional, c'est une bonne chose qu'on a vu ce soir. Ça veut dire que le club est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Après, la marche est encore haute, on le sait. Mais bon, on joue Metz, c'est le plus gros palmarès du handball féminin français. C'est 20 titres de champion de France. Donc il ne faut pas l'oublier, quand on a une équipe comme ça en face, évidemment, la moindre erreur, tout se paye cash, quoi. Mais bon, je ne suis pas déçu du résultat parce que les filles ont tout donné. Maintenant, il reste encore un match, même s'il y a 10 buts à remonter. Cette année, la remontada est à la mode. C'est une expression à la mode, donc je me dis pourquoi pas, on n'aura évidemment rien à perdre. Il faudra peut-être un petit peu moins les prendre au sérieux, justement, être peut-être un peu plus libérés. Et puis pas oublier qu'il y a un enjeu derrière, il y a toujours une possibilité d'aller chercher une finale. Donc on va y aller avec cet état d'esprit, mais ce sera dur à Metz dans une grande salle devant 5000 personnes. Et puis l'objectif a été atteint vendredi dernier avec cette belle victoire face à Nantes et la Coupe d'Europe la saison prochaine à Besançon. Mais après, le championnat de France, c'est toujours un objectif aussi. Oui, c'est peut-être qu'on peut se reprocher ce soir. Je pense que nos filles, on leur a dit qu'elles avaient atteint leur objectif, même au-delà de nos espérances. Et c'est vrai que peut-être qu'on aurait dû leur dire finalement qu'on voulait aller chercher le titre. Ça peut faire sourire, mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui a manqué ce soir. Elles n'étaient peut-être pas complètement dans le match. Mais bon, encore une fois, on sort d'une saison très longue, avec des blessés, avec pas mal de problèmes au niveau du groupe, au niveau physique. Donc on ne peut pas trop leur en vouloir, elles ont tout donné. Bon après, encore une fois, on joue l'équipe de France quasiment ce soir, il ne faut pas l'oublier. C'est une équipe qui a 2 médailles, une médaille olympique, une médaille au championnat d'Europe. Quand les joueuses de Metz ne sont pas internationales françaises, elles sont obligatoirement internationales dans l'autre pays. Donc il ne faut pas encore oublier qui on joue ce soir. Voilà. Et chapeau à l'équipe de Metz pour les matchs de ce soir. On a vraiment pris une leçon de handball, je pense, faut le dire. Mais enfin, il reste un match. Je n'oublie pas que Dijon, la semaine dernière, était allé faire match nul à Metz. Comme quoi, tout est possible en handball. Et après, ça montre aussi le chemin à parcourir pour le SBF face à ce genre d'équipe aussi également. Oui, il y a du chemin encore pour être au très haut niveau, ça c'est sûr, mais moi je n'oublie pas les valeurs qu'on défend, d'où on vient. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ans on était encore en D2, donc voilà, il ne faut pas oublier d'où on vient pour savoir où on va. Exactement, il ne faut pas oublier d'où on vient pour savoir où on va, c'est important. En tout cas, cette équipe de l'ESBF a fait une excellente saison. Et allez soutenir encore les filles, notamment pour la saison prochaine, car il y aura une belle Coupe d'Europe du côté de Besançon et du Palais des Sports. Allez, on va filer vers les garçons parce qu'il y avait de la Pro League ce vendredi soir avec Besançon qui recevait Istres pour son dernier match à domicile. Istres 3e au classement et qui est qualifié pour les playoffs. Ça ne s'est pas très bien passé pour cette équipe byzantine qui s'incline 34-31, mais face à une très belle équipe istréoise. Et on va écouter justement l'interview de Théo Laguillaumy, les réactions, et Victor Cornet,
qui nous ont fait part de leur réaction après le match, car c'était un peu bien sûr, c'est la dernière journée, donc c'est un peu les au revoir pour Quentin Eman qui va jouer à Saran en Division 1 la saison prochaine. On a également Jules Portet qui part du côté de Massy, Christophe Viennet, l'entraîneur, qui va s'en aller du côté de Célestat, qui a fait beaucoup pour le handball franc-comtois et surtout pour l'ESBM qui est devenu Grand Besançon Doux Handball. On leur souhaite bien évidemment beaucoup de réussite. Avec Théo Laguillaume, après cette défaite face à Istres, ça passe au second plan ce soir. Il y a beaucoup d'émotions, bien sûr. C'est la soirée des adieux. Bon, même si j'aime pas dire trop ça, c'est toujours des au revoir. Avec bien sûr le départ de Quentin Eman, de Jules. C'est une soirée émotion ce soir. Petit Camara aussi. Effectivement, bon, le match en soi, c'est une petite déception quand même parce qu'on aurait aimé sortir de la saison à domicile sur un match un petit peu plus combatif et un petit peu mieux mené techniquement. Maintenant, elle est vite effacée la déception parce qu'effectivement on perd des éléments qui étaient des amis avant tout. Et voilà, un petit peu de tristesse. Maintenant, on va passer une bonne soirée avec eux, je pense. Et puis on est très content qu'ils continuent à se réaliser ailleurs. On ne sait pas encore ce que va faire Nati, mais pour Quentin et Jules, ça annonce de beaux augures. Oui, mais c'est vrai qu'on a vu en fin de match, il y a aussi tous ces jeunes joueurs qui sont là aussi également. C'est important aussi pour l'avenir du club et pour la saison prochaine. Totalement, c'est important. On s'en est beaucoup servi sur la deuxième partie de saison. Il y a des garçons comme Thomas Guyet et Victor Cornet qui ont eu un rôle très important en défense et qui se sont révélés un petit peu sur le poste de numéro 2, donc derrière en défense. Et puis je pense aussi à Cédric Simonin dans les buts qui nous a servi déjà plus tôt dans la saison. Et puis à Pierre Molera qui fait un travail sérieux derrière Nati. Ouais, c'est un bon début pour l'année prochaine. Je pense qu'on va devoir s'en servir parce que les saisons sont longues. Merci Théo. Pas de soucis, à bientôt. On est avec Victor Cornet ce soir, au-delà de la défaite face à Istres, qui est 3e de Pro League, faut pas l'oublier non plus. C'est un match rempli d'émotions avec les départs de Quentin, de Nati, de Jules, de Christophe Viennet qui a apporté beaucoup au handball franc-comtois et au Grand Besançon du handball. C'est une soirée émotion. Ouais, c'est sûr, c'est une soirée émotion. Après, on est tombé face à une belle équipe de Istres sur un dernier match à domicile. On voulait finir de la meilleure des façons, justement pour nos camarades quoi, et puis pour notre coach. Je pense qu'on s'est quand même assez bien battu. On finit à 3 buts me semble-t-il, 34-31. On aurait pu faire pire, on aurait pu faire mieux. Moi je pense qu'on n'a pas si mal terminé la saison. On aurait pu gagner mais on a fini avec nos valeurs et c'est ce qu'on voulait. C'est vrai que vous avez fini aussi, il y a des jeunes joueurs dans cette équipe comme Théo, comme vous Victor, il y en a encore plein d'autres, Cédric Simonin aussi dans les buts, j'en oublie sans doute, mais c'est aussi important pour l'avenir et pour la saison prochaine. Ouais, c'est super important de pouvoir commencer à préparer un petit peu la saison d'après, même si on va changer de coach. Ça nous permet de prendre un petit peu de confiance, de tâter un petit peu le terrain et puis de venir un peu plus fort la saison d'après quoi. Après on verra comment Alain Porte, notre futur coach, préparera la saison et puis comment il gérera tout ça quoi. On verra bien. Merci. Merci à vous. Eh bien oui, comme disait Victor Cornet, on va voir, oui, l'arrivée d'Alain Porte pour les 3 prochaines saisons du côté du Grand Besançon Doux Handball, avec également le pivot international belge Nathan Bollaers, qui a été recruté par Besançon. Il va combler le départ de Jules Portet, 1m87, 91 kg. C'est le petit frère de Thomas Bollaers qui a évolué dans la capitale comtoise de 2014 à 2016. Alors il a 26 ans, jusqu'à présent il évoluait en Belgique, à Tongres, et a déjà participé à 3 différentes épopées en Coupe d'Europe. Il a également sélectionné en équipe de Belgique et il devrait jouer le 17 juin. Vous savez qu'il y a un match à l'Axone de Montbéliard. Il y a l'équipe de France masculine de handball qui va jouer contre la Belgique. Et le petit frère de Thomas, Nathan Bollaers, futur joueur du Grand Besançon de handball, sera dans l'équipe de la Belgique. Et ce sera un match qualificatif pour l'Euro 2018. Un deuxième joueur arrive dans cette équipe. Il s'agit de Mirko Popovic, qui lui est âgé de 33 ans, beaucoup d'expérience, un arrière droit. Il s'est engagé pour 2 saisons avec le Grand Besançon Doux Handball. Donc il arrive de Pau-Bilière et on lui souhaite bien évidemment une très belle saison du côté du Grand Besançon Doux Handball qu'on aura plaisir à retrouver la saison prochaine avec son nouvel entraîneur et bien sûr les futurs recrues.
Allez, on passe au trail d'effort. Juste un résultat du trail pour vous dire qui a gagné quand même sur le 48 km. Eh ben, c'est Aurélien Patos qui finit premier devant Clément Christen, troisième Guillaume Dussard. Et chez les féminines, c'est Lucie Bidot qui finit première. Deuxième, Delphine Monnier-Benoît. Troisième, Florence Guédon. Un petit mot de rugby pour vous dire que le CAP rugby monte en Fédéral 2 après sa victoire à Bellegarde 6-12. Et un petit mot de basket avec le Bezac qui est allé s'imposer du côté d'Oulin à Sainte-Foy. 103-102, le Bezac est 6e avec 40 points. Je pense qu'on était complet pour toute l'info sportive, que ce soit au plan national, international, au plan régional, ce qui est très important. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain. Pour la dernière, j'espère avoir Albert Cartier. Je vais voir avec lui. Merci Thomas qui était à la technique pour cette émission. Merci Fred. Merci à Fred qui est standardiste, qui fait beaucoup de choses dans l'émission, qui est maître Capello aussi, parce qu'on ne dit pas istréoise, mais on dit istrien. Je me suis trompé tout à l'heure. En faisant allusion au club d'Istres. Oui, donc merci pour ce... Voilà, pour ce petit, moi, je vais à Créteil cette petite samedi, correction. Tu seras à Créteil samedi pour soutenir le Racing Besançon. Eh bien, nous, c'est qu'on sera samedi. Bon, on ne sait pas, on verra bien, n'est-ce pas? Allez, on va se quitter sur ces belles paroles. En tout cas, aller voir les clubs régionaux. Les équipes régionales. Mais oui, on va aller voir les... Sochaux vendredi d'abord. On va aller voir, bien sûr, on sera à Sochaux qui sera opposé à 3 ce vendredi pour le dernier match à Bonal. Soyez nombreuses et nombreux au stade Auguste Bonal ce vendredi. Et on va se quitter avec le traditionnel chant. Allez, on le fait à 3. 1, 2, 3. Allez, Sochaux!